Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF sur votre radio, votre émission de référence comme tous les jours de 16h à 18h. Et en ce mercredi, un programme, ma foi, très chargé. Nous recevons dans un instant, après son annonce de tout arrêter, maître Fabrice Divisio sera avec nous sur France Maghreb 2. Dans quelques minutes, il a annoncé en effet sur Twitter hier son intention de tout arrêter et de passer à une autre vie, à toute autre chose. Pourquoi maintenant? On lui posera évidemment toutes ces questions à suivre dans quelques instants. 17h, nous parlerons des annonces d'Emmanuel Macron, le Beauvau de la sécurité qui s'est conclu hier avec ce discours et ces annonces concernant la police. Nous ferons réagir Alexandre Langlois, secrétaire général de Vigipolice, toujours policier mais aussi candidat à l'élection présidentielle. Il sera avec nous tout à l'heure. Et puis vous le savez, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'obligation vaccinale pour les soignants. À ce jour, il reste pas mal entre 200 et 300 000 soignants qui manquent à l'appel et qui n'ont reçu pour l'heure aucune dose d'injection de ce fameux vaccin. Ce qui pose un problème criant dans les hôpitaux avec d'ores et déjà des opérations reportées et des EHPAD en menace de fermeture. On se posera la question, est-ce que l'hôpital est finalement prêt à se passer donc d'autant de personnel? Et visiblement, c'est du côté des ambulanciers où il y a le moins de vaccinés. On se posera la question évidemment avec notamment Nadia Cherif qui est avec nous. Nadia Cherif, milieu associatif et aussi en rapport avec le yoga. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe et bonjour à vous tous. Comment ça va? Très bien. Bon, alors normalement on devrait être avec Ismaël Boudjekada, élu conseiller municipal dans le Doubs, qui sera avec nous dans un instant. Juste le temps d'une petite pause, comme ça on sera tranquille et on démarre tout de suite le quiz à suivre sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct en ce mercredi 15 septembre. Tout à l'heure, nous parlerons évidemment de cette date puisqu'elle est importante et en particulier pour les soignants qui doivent aujourd'hui disposer d'un formulaire de vaccination, d'une attestation de vaccination, d'être vaccinés, sauf que il y a encore pas mal de soignants qui refusent et qui ne l'ont pas fait à cette date. Beaucoup d'ailleurs sont en arrêt maladie attendant un petit peu la suite et voir ce qui va se passer. Sauf qu'il en manque pas mal à l'appel et ça peut déjà avoir des répercussions sur la population, pour ceux qui ont besoin évidemment du système de santé. Des reports d'opérations dans certains secteurs et dans certains endroits de la France sont déjà actés. Des EHPAD menacés de fermeture. On en parlera. Est-ce que l'hôpital est prêt? On en parlera avec vous tout à l'heure au 01 40 33 9000. Nous reviendrons évidemment sur les annonces de Emmanuel Macron hier, le Beauvau de la sécurité qui s'est refermé avec les annonces donc d'Emmanuel Macron à propos de la police. On fera réagir Alexandre Langlois qui est secrétaire général Vigipolice qui sera avec nous et candidat aussi à l'élection présidentielle à 17h. Et puis dans quelques minutes, on l'a appris, c'était d'ailleurs très surprenant sur Twitter, maître Fabrice Divisio, un spécialiste droit de la santé qui s'était fait beaucoup remarquer dans tout ce qui est passe sanitaire, bien entendu, et toutes ces plaintes qu'il a déposées au nom de différents collectifs, a décidé de rendre la robe. Il arrête tout, y compris d'ailleurs sa participation chez Cyril Hanouna. Il nous expliquera pourquoi, on lui posera la question, pourquoi est-ce qu'il a cédé à une certaine pression. Bien réponse tout à l'heure, bien entendu, sur France Maghreb 2. Dans quelques minutes. Pour l'heure, c'est le quiz. Avec Nadia Cherif, évidemment, qui est là. Nadia, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Voilà, à opposer aujourd'hui à DJ Nabil, puisque évidemment notre ami Ismaël Boudjekada, il est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour mon Nabil. Salut Christophe, bonjour Nadia. Bonjour. Tu sais que ce soir il reçoit un invité de ouf? Oui, tout à fait. Daoudi. Tu connais Daoudi? Bien sûr. Bien sûr qu'il ne connaît connaît pas pas Daoudi. Ah oui. Spécial dédicace. On aurait pu écouter un petit morceau là pour que les gens puissent. C'est dommage. Ouais, oui, voilà. Attention, voici la première question. Proclamation d'indépendance de quel pays d'Amérique du Sud en 1821? Alors je signale qu'il y en a 5, si vous m'en citez un des 5. C'est Brésil. Non. Mexique. Non. Non, Bolivie, Argentine. Non. Pérou, Équateur, Venezuela. Calme-toi, non. Quoi? Tu m'as dit Amérique du Sud? Oui, il y en a plein. Ouais, c'est pas tout ça. Brésil. Non. Je l'ai dit. Non. Non, Mexique c'est dans le nord.
Pérou, je l'ai dit. Non. Venezuela, je l'ai dit. Équateur, Bolivie. Non. Attends, laisse-moi réfléchir. Bah oui, c'est ce que je fais. Salvador. Ah, elle l'a eu. Salvador, Ah. exactement, il y en a. Alors exactement. C'est pas du sud. Bah si. Non. Quoi, c'est non. Non, c'est le nord, ça, c'est pas le sud. Salvador, Mexique, Costa Rica, États-Unis d'Amérique, tout ça, ça n'a rien à voir avec. Alors Guatemala, Guatemala aussi, ça donne Nicaragua, Nicaragua. l'Honduras, Et il me parle le que- Salvador Il a dit tout le nord, t'as et vu, la t'es d'accord Costa avec- Rica. Christophe, Ouais. c'est le nord ça. Ouais, Alors, bon. je l'ai le point ou Oui, là, Ouais, bah ouais, oui, tu oui, l'as parce moi que je bon, l'accepte. c'est moi géographiquement parlant, j'étais pas très bon à C'est l'école. pas grave, c'est. Quoi, c'est le nord, mais Salvador, c'est pas dans le nord. Si, c'est. Appelez-moi, j'ai un doute. Voilà, vous pouvez appeler. Il lui fallait un petit En fait, pain quand tu es- d'amande pour aller mieux. Non mais quoi, le Salvador, c'est pas dans le Eh, je t'ai pas dans cité- le sud. t'as vu toutes C'est les dans le villes- sud, je veux dire. T'as vu tous les pays que j'ai cités? T'as dit aucun, je me suis dit c'est pas normal. Ils étaient tous dans le sud. Appelez-moi là, franchement, je passe pour un con, hein, sincèrement. Bon, allez, je donne le point à Nadia. Oui, y a pas de souci. Ouais, oui, bah évidemment. Ouais, j'accepte. Quelle sénatrice écologiste Oula, c'est pour a nous dire. été exclue du groupe écologique après les révélations de Mediapart accusée d'harcèlement moral? Ether. Non, c'est pas Ether, mais c'est presque ça. Esther. Esther Voilà, Benbassa Ben Bassa. est une Bien bonne joué. réponse, Nadia. Voilà, elle a dénoncé d'ailleurs dans un J'aurais pas communiqué trouvé que c'était. Voilà, elle n'est pas d'accord avec tout cela. Troisième question. Qui est élu président de la République algérienne en 1963? Boulmédienne? Non, Ben Atla, je sais pas quoi, je sais pas quoi, non, c'est pas ça. c'est pas quoi, il faut le nom. Voilà. Ben. Abla? Non, Ben, n'importe quoi. attends, il y a, non, attends, c'est qui était, si, Ben Bella. Ben Bella Voilà. est une bonne réponse. Excusez-moi. Ben Bella, Ahmed Ben Bella, élu président de l'Algérie en 1963. Tout à fait. Ça nous fait 2-1. Un homme dans les Yvelines a été interpellé pour avoir passé combien d'appels au 17 Voilà. en quelques jours? Combien d'appels? 200? Non, plus. 300? Beaucoup plus. 400, 150? Beaucoup plus, beaucoup plus. 1200? Plus. 1600. 1005. Plus. 1006. 2007? Moins que 2007. 2004? 1650. Bon allez, 2003? Nabil est plus près, c'était 2000 appels en quelques jours au 17, ils ont été interpellés. Voilà, il les a un peu emmerdés pour le coup. Bah oui, ça pourrait. Ça, c'est du harcèlement. Allez, ça fait 2-2. Attention. Quel lieutenant fait son apparition au petit écran en 1971 avec l'acteur Peter Fox? Colombo. Peter Fox. Colombo. Oui, Colombo. Je vais le dire à ma femme. Nabil, il prend pour l'instant de l'avance avec 3-2 Pour l'instant. sur Nadia. Sixième question. Selon un sondage Harris Interactive Challenge, qui est crédité de 10% au premier tour, largement devant Jadot et Anne Hidalgo? Le Pen? Non. Comment il s'appelle Il a pris 3 points. Piolle. Non, non, non. Non, c'est l'autre, Montebourg. Non, on ne parle que de lui en ce moment. Macron. Ah, c'est l'autre du CNews. CNews. Comment il s'appelle? Zemmour. Zemmour, Ouais. bonne réponse de Nadia. Non, mais c'est pas grave, comme ça il y a égalité. 3-3. Éric Zemmour crédité de 10% au premier tour de l'élection présidentielle, largement devant Jadot et Anne Hidalgo. Ah bon? Ah ouais, Il faut dire des bêtises alors. pour Ouais, être le président. Bah oui, apparemment ça marche. Hein. Il a pris 3 points depuis le juillet là. Et sachez d'ailleurs que on ne sait toujours pas s'il est candidat ou pas. Voilà. 3-3. Voici la dernière question qui va mettre tout le monde d'accord. Je cherche une grande dame de la littérature policière, romancière anglaise. Elle est née en Ah oui, 1890. Elle a fait Harry Potter. Et comment elle s'appelle? Harry Potter. Elle a pas fait Harry Potter? Elle est morte le 12 janvier 1976. J'ai rien dit alors. C'est pas ça. Les dix petits nègres. Non. Agatha Christie? Agatha Christie est une bonne réponse, cher Nabil. Bravo, bravo, cher Nabil. Quand même. Alors là, franchement, je dis bravo, bravo. Non, il y a une chose importante aujourd'hui, je tenais à le dire, moi qui ai travaillé dans un milieu financier, 15 septembre 2008, Ah oui, c'est le début de l'effondrement l'effondrement de Lehman. Lehman Brothers. Super, donc c'est exactement. gagné. Donc attends, mais Amérique du Sud, donc le Salvador n'y est pas. On Ok. t'a appelé? On t'a pas appelé? Non, on m'a pas appelé, mais pour moi, tout ça, c'était Attends, en je Amérique regarde, du Sud. Hein. J'ai même pas regardé en plus sur une carte quand j'ai fait mes questions. Ça bouge pas. Donc voilà. Donc le Guatemala, c'est pas en Amérique du Sud. Nadia, dis quelque chose. Non, mais je sais plus quoi dire là. Amérique centrale, voilà, c'est l'Amérique L'Amérique centrale. Ouais, donc déjà, c'est pas le Nord. Non, mais là, L'Honduras, c'est central, de toute façon. Salvador, Mais moi, Costa Rica.
Donc tu veux savoir, toi t'as dit Amérique du Sud. On est Ouais, d'accord. du Sud, ouais. Pour Voilà, moi, c'est au ouais. Sud tout ça. Oui, moi Mais aussi, non, c'est non, au bah sud. bah oui. Parce qu'au sud Non. des États-Unis, ça reste pour Voilà, le sud. c'est ça, on est d'accord. On est Allez, d'accord. Non, c'est de l'arnaque. Le Sud. c'est de l'arnaque quoi, de l'arnaque? Non. Le Sud, je vous assure que le Sud, t'as déjà vu la Coupe d'Amérique là-bas avec Ouais, les- ouais, ouais. Brésil, Pérou, Équateur, Venezuela, Bolivie, Argentine. Qu'est-ce que je vais te citer d'autre? Ouais, mais c'est Colombie. pas parce qu'ils Bah, jouent tout pas ça, au foot non, mais que ça voilà. c'est le Sud. Cherche pas. Bon, C'est le ok, Sud. d'accord. Appelez 01 40 33 9000. Voilà. Voilà. Merci mon ami. Plutôt Et à ce soir. plutôt un prof d'histoire, comme ça sera plus simple. Ouais, ou de géographie plutôt. Voilà, qui s'y connaît. 22h ce soir, tapis rouge, Daoudi. À C'est ne ça, pas louper, les Daoudi, amis. gros, bah voilà, je pense que tout le monde le connaît, grand chanteur de charbi marocain. C'est un peu le roi du charbi marocain, donc c'est un peu notre roi du rail en Algérie. Bah lui, c'est le roi du charbi au Maroc, donc il est très 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 connu. Il a accepté mon invitation. Tu Attends, vois, on tu vois appelle. Bouge pas. Hop. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Je suis Allô. sur l'antenne en Oui, direct. vous êtes sur l'antenne, madame. Quel est votre prénom? Zwina, Zwina. Bonjour, Zwina. Vous nous appelez d'où? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui se passe, ma Zwina? Bah, si vous pouvez me dire, c'est gratuit ou il faut... Oui, oui, c'est gratuit, oui. Ah, si vous pouvez me dire quelque chose sur la santé sentimentale, enfin... Ah bon? Ah ouais, mais là, c'est pas le moment, ma chère Zwina. hein. Pas le moment. Non, 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 pas du tout. Hop. Allez, au revoir, Zwina. Sentimental. Elle croyait qu'elle avait un voyant. Non, franchement, on aura tout eu dans cette radio. C'est un truc de ouf. Salut, Nabil. À ce soir, 22h. Là, franchement, ça me vexe en plus. Hein. Allez, le plus du LGF, c'est maintenant. Le plus du LGF avec la sortie, Nadia, d'un homme politique qui a pourtant indiqué qu'il se retirait de la vie politique. C'est Benoît Hamon qui réagit aux propositions de Éric Zemmour. Cette proposition de vouloir faire interdire le prénom Mohamed pour tous les futurs enfants s'il est élu président de la République. Cette élection présidentielle, elle va peut-être débattre de la proposition d'un polémiste d'extrême droite qui veut que les parents n'aient plus la liberté de choix du prénom de leurs enfants. C'est absolument ridicule. En l'occurrence, il s'agit d'Éric Zemmour qui effectivement veut bannir tous les petits Mohamed. Alors Nadia, sur la proposition de Zemmour, là, on est à quel niveau là, tu vois? On est sans voix et là on a, là c'est même plus une question de niveau, c'est une question de raisonnement et de vivre ensemble. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un prénom estampillé d'origine latine, on va dire, pour ne pas appartenir à la France. On appartient à la France quand on aime la France, quand on travaille pour la France, quand on le prouve. Et là, il a montré sa bassesse. Mais sur le fait que ça va devenir quand même une campagne où visiblement on a l'air de nous faire comprendre et entendre que cette campagne va être un petit peu au rythme de ce que certains journalistes ou certaines personnes comme Zemmour vont dicter finalement aux autres et forcer d'en parler et de réagir. Vous vous rendez compte à quel niveau quoi? Oui, c'est vrai, mais en même temps, on est au pays des droits de l'homme. Et puis, on est au pays où on peut s'exprimer. Et justement, qu'il s'exprime, qu'on aille jusqu'au bout du bout. On a atteint c'est nos limites et on est en roue libre depuis quelques années au niveau médiatique sur l'ignominie des mots et justement le taper sur les communautés et toutes, sans exception. Ouais, il y en a quand même une qui prend plus que d'autres. Hein. Franchement, elle prend cher. Bon, en tout cas, lui, il va faire interdire les petits Mohamed en France, Zemmour. Petite précision, alors, il y a un auditeur qui nous appelle. Bonsoir. Allô, Christophe? Oui, c'est moi. Bonjour, oui, ton bonjour, prénom? C'est Richard. Christophe. Oui, bonjour Richard. J'écoute ton émission volontiers, Ouais. j'appelle Damien. Oui. Écoute, une précision pour toi. Oui. Tu parlais du Costa Rica, du Oui. Honduras, Oui. du Guatemala, c'est l'Amérique centrale. C'est pas le D'accord. Sud, c'est l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, d'accord. Mais c'est Ok. pas le Nord, on est d'accord, c'est pas l'Amérique non, du Nord. C'est pas le Nord, absolument. Ah t'as ouais. raison, c'est pas le Nord du tout, c'est l'Amérique centrale. Bon, très bien, bah, Merci. dont acte. Christophe, Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci mon Richard, merci beaucoup. Vous êtes formidables les auditeurs, toujours prêts à réagir bien entendu quand il le faut et nous apporter les précisions. Mais Nadia, pour finir sur ce sujet donc de cette campagne avec cette proposition de Éric Zemmour d'ailleurs qui dit regretter que la peine de mort ait été abolie. Voyez, on en est là. Oui, on en est là parce que pour l'instant, et là je sais que je vais dire quelque chose qui peut toucher, mais pour l'instant, lui, ça ne le touche pas. Et quand je dis ça ne le touche pas, je m'exprime et je vais plus loin. Évidemment que je n'ai pas envie qu'il en bénéficie ou que ça le touche. Voilà. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est justement, il est tellement loin de cette réalité qu'il ose tout. Et il ose tout parce qu'il sait qu'il n'y aura aucune répercussion. Alors, il va le plus loin possible.
Ouais. Comme les enfants. Effectivement, Des limites. ils osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. En tout cas, voilà, pour l'instant, il a dit qu'il n'était toujours pas candidat à cette élection présidentielle. Donc voilà. Donc Mais il a même été très loin hier soir pendant l'émission. Il y a eu une émission, celle de Léa Salamé, où il a dit que les personnes qui s'étaient de confession juive qui se font enterrer en Israël, et notamment ces petits-enfants qui ont été assassinés avec Mohamed Merah, qui voulaient être enterrés en Algérie, et ces petits-enfants dont les parents voulaient les enterrer en Israël. Il a dit clairement sur un plateau que si les os n'étaient pas enterrés en France, donc ils n'étaient pas français. Mais là, on atteint un sommet. On touche le fond quand même avec un certain Zemmour. Alors, on va maintenant accueillir notre premier invité cet après-midi, et vous l'avez beaucoup vu, entendu, parfois même hurler sur les plateaux de télé. Justement, on l'a beaucoup entendu sur le pass sanitaire, mais pas que. Maître Fabrice Divisio est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors, que fut notre surprise lorsque l'on a consulté votre Twitter hier soir? On y a appris que vous avez décidé de raccrocher, maître Fabrice Divisio. Qu'est-ce qui se passe? Rien, si vous voulez, c'est une concordance de l'histoire, quelque part. Il y a deux choses, il y a le court terme et le long terme, et le moyen terme. À moyen terme, incontestablement, je vais raccrocher le temps de la transition, c'est-à-dire effectivement, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est 9 mois, j'en sais rien, mais le temps que je vais pas laisser les clients comme ça, et je vais certainement pas laisser mes associés et collaborateurs. Ah, donc c'est temporaire? Non, je vais partir, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est certain, c'est que mon engagement public, lui, cesse. D'accord. Lui cesse. Il y a un court terme où l'engagement public cesse, et il y a un moyen terme où je quitte la profession. Mais ça, si vous voulez, aujourd'hui, les conditions ne sont plus réunies pour avoir un débat public, et les conditions ne sont plus réunies pour exercer une profession à moyen terme, je veux dire, qui pose plus de problèmes qu'elle ne répond, qu'elle n'apporte de solution. Maître Fabrice Divisio, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive justement à une telle décision? Parce que j'ai bien compris que vous n'allez pas tout laisser tomber d'un coup, vos affaires en cours, effectivement, il faut aller jusqu'au bout, mais la participation publique à la radio, à la télé, pour vous, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arguments, maître Fabrice Divisio? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous voulez, à un moment donné, il y a une campagne d'une violence absolument extraordinaire qui se déchaîne contre moi, et moi je l'ai toujours dit, je ne suis pas un personnage public, j'ai accepté de jouer le jeu parce que j'avais une parole à porter, mais il y a une campagne d'une violence, le débat a pris une tournure d'une violence absolument invraisemblable, tandis qu'effectivement quand je vois les articles qui sont sur moi, à un moment donné, je me dis, il faut se préserver, c'est tout. Regardez, je vous donne un exemple tout bête, j'apprends cet après-midi, pour vous donner un exemple tout bête, que finalement, donc, le JDD raconte n'importe quoi dimanche sur nous. Oui. C'est bon, je veux dire, ok, on n'a même pas le loisir de répondre, mais que BFM me signale que l'ordre ouvre une enquête déontologique à un autre endroit. Il peut le faire, ça le concerne. Mais vous pensez que l'ordre de la délicatesse de nous en avertir? Non, c'est BFM qui le fait. Moi, je n'ai absolument rien à cacher, donc j'ai pas de problème, si vous voulez. Mais on va pas continuer comme ça. À un moment donné, si vous voulez, on a une volonté d'éteindre une forme de contestation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais on a une volonté d'éteindre une forme de contestation qui est concomitante à la mise en examen d'Agnès Buzyn, comme par hasard. Le JDD a le droit de raconter n'importe quoi sans qu'effectivement on puisse sans qu'on puisse contredire, sans qu'on puisse raconter. C'est devenu ingérable. Enfin, c'est de la folie, comme dit Raoult. C'est devenu de la folie. Mais est-ce que vous avez cédé, maître Fabrice Divisio, est-ce que vous avez cédé finalement à une certaine pression? Est-ce que vos détracteurs finalement ont raison puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient quelque part? Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais ce que je sais, c'est que les conditions d'un débat, si vous voulez, serein, ne sont plus réunies aujourd'hui. On ne peut plus travailler comme ça. Je veux dire, moi, j'ai fait des recours qui sont des recours d'un côté qui tiennent et qui ont été déposés au Conseil d'État, de l'autre, l'association, une association de 1905 que je présidais, a, elle, proposé le téléchargement de plaintes contre les ministres. C'est ça qui semble poser problème et qui a mis une partie de mes détracteurs en furie. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Qui vous en veut, maître Fabrice Divisio, aujourd'hui? C'est une question qui est intéressante, mais je crois qu'effectivement, il y a une certaine sphère du pouvoir, entre autres, avec une certaine... Je n'imaginais pas, si vous voulez, qu'en France, on en soit arrivé là.
je n'imaginais pas qu'à un moment donné, on se déchaîne comme ça sur des gens, mais j'aurais dû le savoir. Avec ce qui s'est passé sur Raoult, j'aurais dû le savoir. Alors, je vais vous dire, en toute honnêteté, je m'en fiche un peu, mais moi, je me retire avant qu'on devienne tous fous. Moi, ils peuvent s'hystériser entre eux tant qu'ils veulent. Moi, pour ma part, je considère que ce débat n'est plus... Tant que le débat avait un côté serein, on pouvait continuer de le porter. Maintenant qu'il a basculé dans la haine de l'autre, moi, je ne joue pas à ça. Mais qu'est-ce qui a déclenché justement cette décision? D'abord, est-ce qu'elle a été mûrement réfléchie ou alors c'est parti de quelque chose qui vous a profondément choqué en disant là, c'est plus possible? C'est un peu les deux. C'est l'aboutissement d'un processus et c'est quand je vois l'article du JDD derrière, quand je vois le fait qu'on ne peut plus s'exprimer librement sans qu'un journal reprenne vos propos, les déforme, sans qu'effectivement vous soyez traité d'escroc ici et là, bon, arrivé à un moment donné, vous comprenez que tout ça, moi je ne suis pas Éric Zemmour, je ne suis pas Florian Philippot, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, qui sont des gens qui se nourrissent d'une certaine façon, hein, c'est normal, c'est des personnalités publiques qui se nourrissent de ce qu'on va qualifier de bad buzz, etc. Moi, je ne vais pas continuer à me balader, moi je me balade avec des gardes du corps depuis maintenant quasiment 3 mois, 2 mois et demi. Est-ce que ça va continuer longtemps? À un moment donné, moi j'ai rien demandé à personne. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire un pas, si vous voulez, pas un. Quand on capitalise la colère de la population ou d'une frange d'entre elles, on est immédiatement attaqué de toutes parts, ici de fascistes, d'antivax, ensuite effectivement d'escrocs, le business juteux. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces formules? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne suis pas habitué à ça. J'ai pas du tout envie d'entrer dans ce débat-là, dans ce schéma-là. Et puisque c'est ça le niveau du débat aujourd'hui, eh ben moi je me retire du débat, c'est tout. Mais moi je ne débat pas avec des hyènes. Est-ce que vous comprenez, maître Fabrice Divisio, d'abord que vous avez un public qui vous suit et qui vous est fidèle et qui vous fait confiance d'ailleurs depuis l'apparition de cette crise et de tout ce que vous avez pu dénoncer, qui peuvent aujourd'hui se dire ah ben on est un peu orphelin et puis il nous a un peu trahi là, il nous abandonne quoi en cours de route. J'abandonne personne dans la mesure où je l'ai dit. Le cabinet reste en charge des dossiers. Moi, il ne faut pas oublier à l'origine que je suis avocat et qu'à ce titre, effectivement, j'ai des engagements qui sont des engagements professionnels. Nous avons déposé des recours. Enfin, il faut quand même voir ce qu'on a fait. On a saisi le Conseil constitutionnel, on a saisi les parlementaires, on a saisi le Conseil d'État. Là, on va ressaisir les juridictions administratives. On a en ce moment même 5 juristes, 3 avocats, 2 juristes qui répondent à des mails des clients. Enfin, je veux dire des clients et donc des justiciables. C'est un travail colossal et qu'on fournit. Mais le problème, c'est que justement, si on veut continuer d'accompagner les gens et qu'on veut continuer de faire ce qui est notre cœur de métier, on ne peut pas se laisser insulter tous les 2 matins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait des procès à tout le monde, soit on passe son temps à faire des démentis, soit on passe son temps effectivement à se justifier, soit on dit ok, je me retire et je fais ce que j'ai à faire, point. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, dans ce pays, il ne peut pas y avoir de discours dissonants, il ne peut pas y avoir de discours différents, comme ce fut le cas pour vous. Mais comme ce fut le cas pour Raoult, comme ce fut le cas pour Péronne, comme ce fut le cas pour Fouché, comme ce fut le cas pour Alexandra Orion-Caude, c'est comme ça, je veux dire, on peut pas, on peut plus. On est chacun, si vous voulez, Raoult, c'est un magouilleur, c'est un escroc, moi je suis un escroc, Orion-Caude est une folle. Dès qu'on a dans cette crise une opinion divergente, on a immédiatement une espèce de meute de hyènes qui se déchaînent, parmi lesquelles une partie de la presse. Bon, ben voilà, j'ai compris, je l'ai compris un peu tard. J'ai compris que la presse était très embêtée à l'idée qu'on dépose des recours, enfin qu'on fasse déposer, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle me reproche? Elle me reproche d'avoir bâti un site internet qui vient permettre aux citoyens de balancer des plaintes contre les ministres pour extorsion du consentement. Mais on n'attaque pas la religion vaccinale, parce que je me permets de vous rappeler que l'année dernière, Bruno Gaccio avait fait la même chose en substance sur un site. Alors certes, c'était gratuit, je veux dire, mais en l'occurrence, effectivement, c'est une association, et ça pose un problème. C'est de l'hystérie. On me parle de 14 000 plaintes, alors que c'est pas du tout les chiffres qu'on a, que je ne comprends absolument rien à ce qui se dit, et les conditions dans lesquelles ça se dit ne sont plus bonnes, et donc il faut arrêter de le dire, c'est tout. Ouais, retrouver de la sérénité, en tout cas, c'est ce que vous aspirez avec votre fille et les chevaux, hein, c'est votre souhait. Finalement, on comprend en substance que c'est ce que vous auriez toujours voulu faire, en fait. Finalement, d'être au devant, comme ce fut le cas depuis quelques mois, c'était pas franchement votre truc, Fabrice Divisio. Ça n'a jamais été mon truc. J'ai joué le jeu parce que ça me semblait important de le faire. Mais je veux dire, j'en paye le prix fort dans cette histoire. On m'accuse de m'être enrichi sur le dos de la crise. Mais vous rigolez ou quoi? Je veux dire, c'est quand même une blague.
Ce matin, il y avait sur CNews, sur chez Morandini, il y avait Ludovic Toro, qui est membre du collectif trésorier, je crois, du membre du collectif C19, qui est qui a l'origine des premières plaintes, et qui attestait qu'on a absolument tout fait gratuitement, mais sauf que là, on a eu le malheur de demander un peu d'argent pour couvrir effectivement des frais et en gagner un peu, et c'est pas possible. Il n'y a que les labos et les médecins qui vont gagner de l'argent dans cette crise. Dès que vous arrivez et que vous dites, attendez, là, effectivement, j'ai gagné un peu d'argent, là, tout de suite, la presse se déchaîne sur vous et vous passe du business de la crise. C'est quand même hallucinant d'employer des mots comme ça, lorsque vous savez que des médecins ont été payés 9 000 € par jour pour vacciner des gens en 4 minutes. Enfin, c'est un scandale. Donc, ça veut dire aujourd'hui, maître Fabrice Divisio, que vous ne passerez plus à la radio, plus à la télé. D'ailleurs, comment a réagi Cyril Hanouna à votre lettre? Je pense en tout cas qu'il faut... je pense aujourd'hui qu'il est bon que je me mette au vert, et il est bon que j'entre dans une phase de désert véritable, et que je laisse les gens qui ont envie de s'hystériser de le faire. Moi, pour ma part, ce que je vais faire quand j'aurai l'occasion de le faire, je vais faire des conférences, je vais effectivement assurer cette transition de mon cabinet sur les quelques mois qui viennent, je vais rassurer déjà mon ordre qui a dû s'alarmer, et je le comprends, à la lumière du JDD, qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, il faut aller voir, et ben, il a raison d'aller voir, il faut mettre fin, il n'y a rien de mieux que la vérité pour mettre fin à des rumeurs, et enfin, une fois que tout ça sera passé, et ben je donnerai des conférences à ceux qui le veulent, sur la crise, sur ce qui est mon cœur de métier, sur les scandales sanitaires. Mais aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde l'hystérisation du débat, on se dit mais c'est plus possible d'avoir une parole. À chaque fois que vous faites un pas, vous êtes de toute façon attaqué par la presse. Alors, des hommes politiques s'en nourrissent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, mais moi, j'ai pas du tout, si vous voulez, envie de rentrer là-dedans. Ouais. Alors, le timing aussi, maître Fabrice Divisio, vous annoncez ça la veille de l'entrée en vigueur, donc aujourd'hui, de l'obligation vaccinale pour les soignants. Aucun rapport, aucun lien? Non, la preuve. L'obligation vaccinale, on assure effectivement la défense de ceux qui sont concernés par l'obligation vaccinale devant les juridictions administratives. Je veux dire, écoutez, regardez la petite histoire quand même. Ouais. On me reproche d'avoir gagné de l'argent dans cette crise, mais il faut que vous sachiez un truc qui n'est pas anodin quand même. C'est qu'on a pris entre 100 et 300 € par personne pour faire un recours portée 3, saisir les parlementaires, saisir 2 fois le Conseil d'État, et maintenant saisir de manière individuelle chaque juridiction administrative de France. Ouais. Pour les personnes vaccinées, excusez-moi, vaccinables, mais excusez-moi, mais à un moment donné, on est devenu fou. On est devenu fou. Nadia. Moi, je voulais vous demander justement quel est le message que vous allez passer justement aujourd'hui aux personnes qui vous suivent, parce qu'elles vous ont suivi, elles vous ont fait confiance, comme a dit Christophe tout à l'heure, et pour certaines, elles se disent, lui, au moins, il avait la capacité de le faire. Il a osé. Il a osé. Maintenant, qui va le faire? Moi, je leur dis la même chose que toujours. C'est-à-dire que il faut distinguer ce que l'on fait, ce que l'on dit faire. Pas la même chose. Est-ce que pour contester des décisions, ce qui les intéresse, ces gens, c'est finalement d'essayer d'obtenir satisfaction dans leur recours? On va continuer de le faire. Est-ce que pour ça, il faut que j'aille porter, si vous voulez, il faut bien distinguer les choses. Oui. Moi, je suis à la tête d'un cabinet qui fait des recours, qui abandonne personne, la preuve, et ensuite, effectivement, il y a ce côté médiatique et public qui, là, me concerne directement, si vous voulez. Ouais. Mais ce côté médiatique et public, c'est même les desservir quelque part aujourd'hui. Si vous voulez. Donc, excusez-moi de vous couper, vous n'allez plus être visible médiatiquement. C'est la seule différence. C'est la seule différence, c'est qu'on continuera de s'occuper d'eux de manière calme et tranquille. D'ailleurs, vous avez en ce moment même 5 personnes qui répondent aux mails, donc c'est bien la preuve qu'on continue de s'occuper d'eux. Je veux dire, les gens ont la conscience. Je suis à la Manif tous les samedis pour les permanences juridiques qu'on a. Je veux dire, c'est maintenant, voilà, les permanences juridiques se tiendront différemment, par mail, par téléphone, mais à un moment, si vous voulez, moi, je ne suis pas préparé psychologiquement non plus, il faut faire attention, à cette haine dont je fais l'objet de la part d'une partie de la caste médiatique, à propos de laquelle le seul tort que j'ai eu finalement, c'est d'avoir mis en cause le gouvernement, et la seule chose que j'ai eue, parce que vous voyez, tout ça est cousu de fil blanc. En termes de coïncidence, vous parliez des coïncidences de date, retenons-en une autre, c'est que le JDD sort son article quand? Il le sort, elle m'a interrogé le 13 août, paraît-il, je m'en souviens qu'à peine, mais peu importe. Le 13 août, j'ai pas pu lui parler de plaintes qui n'existaient pas, et elle sort quand son article? Elle le sort le jour où Agnès Buzyn est mise en examen pour décrédibiliser
la personne que je suis, l'avocat que je suis, c'est pas anodin quand même. J'obtiens un examen d'Agnès Buzyn, et dans la minute au journal du dimanche, dont on sait les liens qu'il a avec Emmanuel Macron, eh bien, effectivement, vient décrédibiliser ma parole publique et me présente comme un escroc. Alors, derrière, vous avez une autre partie de la presse qui emboîte le pas. Twitter s'en mêle. Je fais quoi? Ou je me justifie, je réponds en permanence, ou à un moment donné, je dis stop. Là, c'est le point, c'est le Rubicon qui a été franchi. Là, on est allé trop loin. Je rappelle quand même une nouvelle fois à qui veut l'entendre que pour l'instant, et ça n'a fait jamais l'objet de la une de la presse, j'ai quand même un service de protection rapproché. Quand on est à la manif à Marseille, je me suis baladé avec 2 voitures, la mienne plus celle de nos gardes du corps. Que donc, à un moment donné, ça va continuer combien de temps, ça? On a bien compris, en tout cas, ce qui vous dérange. Cyril Hanouna, avec qui vous êtes ami, je crois, maître Fabrice Divisio, comment a-t-il pris le fait que vous souhaitiez arrêter votre participation à son émission? Parce que vous... Vendredi soir, saluer les téléspectateurs, je lui dois bien ça, donc je le ferai. Entre lui, c'est inquiété de savoir comment j'allais à titre personnel. Et finalement, c'est ça qui compte, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dernière question, Fabrice Divisio. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la sérénité. Ouais, on a bien compris. En tout cas, et merci de nous avoir expliqué et d'avoir expliqué aux auditrices et aux auditeurs cette décision qui est la vôtre et qui est respectable. Et c'est vrai que vous avez beaucoup donné dans ce combat qui se poursuit avec d'autres, peut-être sans vous ou peut-être avec vous, mais en coulisses. En tout cas, on avait compris que vous souhaitez retrouver de la sérénité. Merci beaucoup, Fabrice Divisio, et à très bientôt. Merci. Sur un cheval, probablement. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous dans un instant. Eh bien, justement, on pourrait nous donner votre avis. Hein. Est-ce que ça vous inquiète justement que Fabrice Divisio s'arrête là, raccroche les crampons pour l'instant, parce que vous l'avez compris, voilà, il subit quand même de la haine en permanence parce qu'il a un discours qui ne plaît pas, il y a un discours qui est différent. Il y a la manière de faire aussi qui passe pas, qui plaît pas. 01 40 33 9000 avec nous dans un instant aussi. Alexandre Langlois, secrétaire général de Vigipolice, qui est toujours policier, hein, bien qu'il avait demandé à être révoqué, on l'a refusé. Et il est candidat aussi à l'élection présidentielle. C'est un autre combat aussi. Voilà, Alexandre Langlois qui sera avec nous pour réagir aux annonces de Macron sur la sécurité. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Nadia Chérif du milieu associatif, mais aussi le yoga. Hein. Du yoga, Ismaël Boudjekada qui a un petit peu de retard, mais bon, pardonnez, une réunion imprévue, ça arrive, hein, mon Ismaël. Comment ça va? Ismaël, il est où? Il est retourné en réunion apparemment, hein, Ismaël. Ah oui, il est là. Juste le mode muet, excusez-moi. Voilà. Non, décidément, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Ça va très très bien malgré tout. J'espère que tout le monde va bien aussi. Écoute, très bien, mon Ismaël Boudjekada, donc élu conseiller municipal, hein, c'est toujours dans le Doubs. Toujours dans le Doubs. Il fait aussi moche qu'à Paris, Ismaël? Ah, franchement, c'est catastrophique. Ah ouais, c'est catastrophique là. Puis on a une pensée pour. Vous, c'est toute l'année, ça? Ah non, pas du tout, absolument pas, monsieur. Non, il fait beau. Et on a une pensée évidemment pour ceux qui sont dans le Gard là, qui ont mangé sévère avec les pluies historiques. Hein. Dans le Gard, c'est fut vraiment catastrophique. Alors, on recevait maître Fabrice Divisio il y a quelques instants, Ismaël, qui nous a annoncé donc, qui a expliqué ce pourquoi il a raccroché les crampons, du moins sur sa partie médiatique. Et on a demandé aux auditeurs, auditrices de nous appeler s'ils le souhaitaient pour réagir aux propos de Fabrice Divisio. C'est ce qu'a fait Nadia, je crois, de Saint-Etienne, notre auditrice. Bonjour Nadia. C'est moi. Bonjour ma Nadia. Une autre Nadia. Salam alaikum à tous. Vous allez bien tout le monde? Ismaël, c'est pas grave, hein. Il y a que celui qui fait rien, hein, qui fait comme il veut. Hein. Voilà, c'est ça. C'est gentil. Alors Nadia. Non, mais c'est dommage, maître Division n'est pas en ligne avec nous, c'est dommage. Non, non, déjà il nous a accordé une interview. Alors, moi, Christophe, moi je suis très peiné, très touché. Et en même temps, il montre son niveau d'intellectuel, cet homme. C'est un peu ma casquette de médecine qui parle. Tu vois, il a compris qu'il est arrivé à saturation et il sait se mettre à l'abri, se protéger. Ça, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Il est brillant, cet homme, tu vois. Mais toi, à titre, Nadia. Tu vois, il y a autre chose, Christophe. Enfin, après, c'est moi qui le pense comme ça. Quand on dit qu'en France, c'est un pays de démocratie, ok, c'est un pays de la liberté d'expression, d'accord? Eh bien, moi, je pense que ça confirme encore une fois que non, elle est à géométrie variable. Quand tu penses qu'un xénophobe, un fasciste, a le micro H24, qu'on lui fait la promo, qu'on le reçoit, tapis rouge, tu vois de qui je parle, de Zamour, parce qu'on dit pas Zemmour. Tapis rouge, c'est ce soir à 22h, avec Daoudi, avec DJ Nabil. Daoudi, le Sartek, hein, voilà, je connais, c'est excellent. Eh bien, tu vois, Christophe, moi, ça me déglingue.
Tu vois, quand tu vas pas dans le sens de là où on voudrait te faire aller, on te coupe les jambes, quoi. On te coupe les jambes, c'est immonde, c'est ignoble, Il va te manquer à titre personnel, toi, voir Divisio s'exprimer dans les médias, il foutait un peu le boxon, il hurlait parfois. Mais c'est pas qu'il foutait le boxon, Christophe, il parlait correctement. Oui, non, mais d'accord, mais il laissait pas indifférent. Il laissait pas indifférent. Mais il connaît mais parfaitement son boulot, ce type, il n'y a rien à faire. Bon, en tout cas. Et quand tu penses, Christophe, moi j'ai une fille qui est juriste, hein, moi je les appelle des juristes, quand je pense, quand tu souffres des études qu'on fait pour en arriver à là, et ils arrivent à lui faire tomber la robe, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Ouais. Et sinon, moi, Christophe, est-ce que je peux poser une question ce monsieur est policier, si j'ai bien compris, qui est à côté de toi? Non, il n'est pas encore arrivé, il sera avec nous par téléphone dans un instant. Ouais. Mais vas-y, on prend ta question, Nadia. Demande-lui, enfin, moi je voudrais qu'il dise en toute sincérité, honnêtement, ce qu'il pense de ses collègues qui font tout et n'importe quoi, et pourquoi on n'en pense pas, tu vois ce que je veux dire, ceux qui sont sur Facebook, armés, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils pensent de comment dirais-je, entre guillemets, on va dire, allez, le nettoyage dans cette police, parce que ça va pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça peut pas. Très bien, il répondra à Nadia, merci beaucoup. Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Nadia, de Saint-Étienne. 01 40 33 9000 là pour les quelques minutes qui nous restent consacrées à Maître Fabrice Divisio, donc qui a annoncé hier soir sur Twitter l'arrêt de son exposition publique, l'arrêt de son métier d'avocat dans les quelques mois qui suivent, parce qu'il y a des affaires en cours, il nous l'a expliqué. Il nous a expliqué, Nadia, si j'ai bien compris, voilà, il n'en peut plus, il ne supporte plus ces critiques, ces mensonges, dit-il, et cette haine qui se propage le concernant, si on a bien compris, Nadia. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu justement qu'il était atterré et qu'il avait fait le boulot, parce que tout le monde, enfin tous ceux qui le connaissent, qui l'ont vu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, oui, voilà. C'est quelqu'un qui est actif. Donc c'est vrai que c'est peinant et c'est blessant de voir quelqu'un justement dire stop. Il y va de ma santé mentale et il y va de la protection de mes proches et de moi-même. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt aussi à une telle médiatisation. Hein. Oui. Il faut être prêt à tout accepter, tout entendre sur soi. Ces mensonges moi, pour ma petite expérience, lorsque j'ai eu à passer à différentes reprises à la télé, donc une petite exposition. Il faut être prêt parce que c'est violent, c'est très très violent, Ismaël. Je sais pas si tu as goûté à ça, mais quand tu commences à être un petit peu exposé, la violence est quand même de rigueur et c'est parfois gratuit, c'est méchant, c'est voilà, il faut être prêt. Bah, autant en tant qu'élu local, bon, on le vit un petit peu, mais à moindre échelle, ça c'est clair. En Martinique, quand j'avais fait un petit peu de bruit sur le coût de la vie, c'est vrai que je pouvais plus sortir de chez moi. On avait une trentaine de personnes systématiquement à côté de nous quand on sortait avec des amis. C'était plus possible. Mais par contre, j'ai pas entendu ce qu'il a dit pour être honnête, mais je me demande si ça a pas un rapport aussi avec ce qu'on a pu entendre sur, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais sur une de ses collaboratrices qui l'aurait menacé de licenciement sous prétexte qu'elle s'était faite vacciner, etc. Je ne sais pas si ça a un lien, mais en tous les cas, cette médiatisation, même si là il stoppe, faut être réaliste et pragmatique, ça va durer encore un bon moment. Son exposition, il a pris la place qu'il a aujourd'hui. Et je pense pas que ça va se stopper du jour au lendemain. Ouais. En tout cas, bon, voilà, il fallait qu'on en parle. Et il fallait qu'on écoute sa version, hein, parce que c'est important et on aime écouter les personnes concernées, pouvoir s'expliquer, pouvoir nous donner leurs arguments. C'est important de les entendre, de les écouter, plutôt qu'effectivement de se fier, comme il nous l'a rappelé à BFM TV, qui indique que l'ordre a été saisi et qu'il allait s'attaquer à lui, alors que selon lui, l'ordre n'a absolument pas averti d'un éventuel problème. Donc voilà, c'est tout cela s'en mêle effectivement, et on insiste à quelque chose qui est pas beau finalement dans ce climat très anxiogène, Nadia, et qui fait que commencer à mon sens. Hein. Oui, mais en même temps, je rebondis sur ce que disait Ismaël, c'est que justement, il a pris la place et aujourd'hui, même après, il y aura une absence, mais il restera un des acteurs anti-vax. Voilà, ça restera, c'est vrai, un des acteurs anti-vax, Ismaël, et c'est peut-être ce qui lui colle à la peau. Hein.
Oui, non, c'est sûr. Et puis, il faut quand même lui reconnaître une certaine cohérence, au risque d'en choquer beaucoup. Moi, ce dont on a entendu parler par rapport à sa collaboratrice, je peux comprendre que quand on est une personnalité publique, notre entourage peut nous impacter indirectement. Et il y aurait eu une polémique si jamais justement ses collaborateurs anti-vaccins également cédaient à la vaccination. C'est sa crédibilité aussi à lui en tant que chef de file. Qui aurait pu être impacté. Donc je pense qu'il a toute sa place en tant que militant. Je suis même pas sûr que ce soit anti-vaccin, plutôt anti-pass sanitaire. Le vaccin, d'accord, il a des positions un peu particulières dessus, mais qui se tiennent aussi. Hein. On n'est pas obligé de tout croire d'un côté ou de l'autre. Oui. Mais en tous les cas, on peut pas lui enlever sa constance, sa détermination. Et je trouve ça dommage que ça impacte aujourd'hui sa famille, parce que c'est la solution de facilité des harceleurs systématiquement, on s'en prend aux familles. Ouais. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, on tenait à l'écouter, maître Fabrice Divisio, donc qui viendra dire au revoir au public de TPMP vendredi soir, puisque vous savez que il était régulièrement et souvent invité de TPMP de Cyril Hanouna, avec qui d'ailleurs il nous l'avait confié ici dans une interview précédente. Il a aujourd'hui une certaine amitié avec lui, et donc il a décidé de tout arrêter, voilà, pour sa participation à son émission. Il viendra dire au revoir au public, donc vendredi soir. Et à la question on lui posait avec Nadia, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il a dit de la sérénité, donc on comprend que c'est quand même un homme qui visiblement a l'air touché par tout ce qui lui est tombé dessus et tout ce qu'on a pu dire de lui. Et encore une fois, comme dit Nadia, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, on peut quand même au moins lui reconnaître cela, c'est-à-dire d'avoir essayé de faire porter un certain discours. Bah, visiblement, ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà. Bon, alors on va passer à tout à fait autre chose, les amis. Hier, nous écoutions le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, qui, lors du Beauvau de la sécurité, a formulé quelques annonces concernant, évidemment, quelque chose que l'on parle régulièrement ici, la police. Et pour en parler, je me suis dit, ce serait peut-être bien d'avoir quelqu'un pour nous en parler, quelqu'un concerné par justement ces problèmes liés à la police. Et nous avons avec nous monsieur Alexandre Langlois, qui est secrétaire général Vigipolice, qui est toujours policier d'ailleurs, hein, puisqu'on a eu à le recevoir à plusieurs reprises. Il devait en terminer avec ce métier, il n'en pouvait plus. D'ailleurs, Alexandre, bonsoir. Bonjour. Bonsoir Alexandre Langlois, donc toujours policier à ce jour. Toujours policier, mais contre ma volonté, parce que j'ai renouvelé ma demande de rupture conventionnelle et qui pour le moment sans réponse. Donc la volonté n'a pas changé, mais c'est une décision politique pour le moment de ne pas me la donner a priori, ou un cafouillage administratif. Alors Alexandre Langlois, vous êtes aussi candidat à l'élection présidentielle, Alexandre Langlois. Tout à fait. Donc vous en êtes où au niveau des parrainages là? Ça commence tranquillement. Après, c'est pas facile. Hein. Bon, après, il y a 48 000 personnes qui peuvent donner leur signature. Donc, si parmi vos auditeurs, il y en a qui connaissent des maires, des conseillers régionaux, départementaux, n'importe quel élu, qui veulent aider à la diversité de la démocratie, qu'ils n'hésitent pas à aller les solliciter. Quel message entendez-vous faire passer justement au travers de votre candidature, Alexandre Langlois? Recadrer les choses sur la liberté et la responsabilité. C'est ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que les gens qui se permettent de donner des ordres, qui donnent des consignes, des contraintes diverses et variées, n'assument jamais leur responsabilité derrière. Et finalement, faisons confiance aux Français pour qu'ils soient à la fois libres le plus possible et que si jamais il y a des cafouillages, ils assument leur responsabilité. Là, je donne un exemple qui a participé à cette volonté d'engagement politique. Je voulais réformer la police de l'intérieur en tant que syndicaliste. Malheureusement, sous le mandat d'Emmanuel Macron, tout a été verrouillé. Et là, je suis au procès de M. Benalla en tant que partie civile avec le syndicat Vigie. Ouais. Et ce qu'on constate, c'est que effectivement, il y a eu un M. Benalla qui a fait n'importe quoi. Il est responsable de ses actes et pourtant, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu. Alors que des personnes qui ont commis des faits similaires de violence ou contre les forces de l'ordre d'ailleurs, peuvent se retrouver en comparution immédiate. Donc c'est ce deux poids deux mesures où les gens font des choses et n'assument pas. Et encore plus dans l'affaire Benalla, M. Macron avait déclaré, si tout le monde s'en souviendra, s'il y a un responsable, il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Bon, du coup, il est pas là. Qui vient de me chercher, il avait rajouté, hein. On s'en souvient aussi. Qui vient de me chercher. Il vient me chercher aussi, voilà. Ouais. Mais au final, il n'est pas à la barre, il n'a rien assumé du tout. Donc c'est des gens qui se permettent de ne pas être exemplaires, contrairement à leurs paroles, mais leurs actes sont complètement différents. Et à partir de là, c'est intolérable pour tout le monde. Si jamais l'État n'est pas responsable et ne montre pas l'exemple, comment demander aux gens de l'être? Voilà, et on va faire un chaos généralisé. Et c'est ce qu'on peut voir de plus en plus, de la violence dans les rues, des oppositions des gens, des divisions, des clivages. Et ça n'amène à rien. En fait, l'objectif est de rassembler tous les Français, tous les gens qui vivent sur le territoire, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. Et avec une valeur cardinale, aider l'humain, s'occuper du plus faible, plutôt que d'avoir comme boussole l'argent.
Alors, justement, Alexandre Langlois, j'ai tenu à vous inviter pour faire réagir justement à ce qu'aurait pu dire ou ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Parmi les choses, le président annonce d'emblée plus de bleu sur les terrains selon sa formule. Écoutez. On veut nous fixer un horizon, augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Emmanuel Macron et Alexandre Langlois ? Monsieur Macron, je vais faire une petite boutade, soit il connaît l'auteur des schtroumpfs Payot, il va nous mettre des petits schtroumpfs partout, soit il parlait réellement des forces de la sécurité intérieure, et c'est absurde parce qu'il fait un programme à 10 ans, il n'a rien fait pendant quasiment 4 ans, c'est le chaos partout, la police n'est plus respectée parce qu'elle n'a pas eu des ordres respectables avec des gens qui assumaient leurs responsabilités, et là il est en train de dire dans 10 ans, dans l'espace, dans 10 ans il sera plus là déjà pour commencer, et deuxièmement c'est prendre le problème à l'envers, c'est que c'est pas le nombre. Effectivement, s'il y a des policiers qui sont sur le terrain pour discuter, faire de la prévention, de la proximité, du renseignement, aller discuter avec les gens, ce sera parfait. Si c'est pour mettre de nouveaux Robocop et crisper tout le monde, ça ne sert à rien. Là, il y a des unités spécialisées qui sont faites pour ça. Donc, une fois de plus, il y a l'explication de chiffres, parce que M. Emmanuel Macron, étant a priori très attaché aux chiffres, aux statistiques, etc., donne des chiffres, mais qu'est-ce que ça se matérialise concrètement? Donc la proposition, si jamais, c'est de mettre des gens, des policiers, pour qu'ils connaissent bien leur quartier, les habitants, qu'ils prennent le temps de discuter, qu'ils interpellent les personnes nocives et qu'ils ne cassent pas les pieds aux gens de leur quartier, parce qu'ils connaissent les habitants, ce sera parfait. Si c'est juste pour mettre des gens qui sont là pour impressionner la population, qu'on dise « Ah, il y a un policier, qu'est-ce qu'il va encore me prouver ?» Non, ça ne fait que rajouter ce qu'il a déjà mis en place, comment ça va être en place, une société très autoritaire et un contrôle social de la population, qui, à mon sens, n'a pas sa place en République française. Ismaël Boudjakada, plus de policiers sur le terrain, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec Alexandre Langlois, notre invité? Oui, bah ça dépend pour faire quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc déjà, bonjour Monsieur Langlois. Bonjour à vous. Le discours pardon, qui consiste à dire qu'effectivement aujourd'hui, si c'est bien ce que j'ai compris, mais qui consiste à dire que notamment au niveau des polices de proximité, des gens qui sont en contact, il y en a de moins en moins et qu'effectivement il faut pallier à ces manques. Moi, je suis là pour dire que j'applaudis à deux mains et que je suis totalement d'accord. Maintenant, j'ai entendu une petite phrase que vous venez de nous dire, à savoir que il y a eu de mauvais ordres avec des gens qui ne prenaient pas leurs responsabilités. Sauf que, est-ce que la responsabilité individuelle de notre police, des forces de l'ordre, n'est pas aussi à prendre en considération quand on respecte des ordres qui sont pour le coup plus que contestables, puisque c'est d'ailleurs un droit constitutionnel, la désobéissance civile, lorsque justement il y a des ordres qui sont totalement injustes, voire parfois illégaux. Donc je me demande, on a quand même des cerveaux en dessous de ces casques, excusez-moi l'expression, et je me dis que parfois, tout remettre sur le politique, même si sa responsabilité est majeure, je le comprends, mais qu'est-ce qu'on fait en interne pour justement faire en sorte de laisser une certaine indépendance à cette police, notamment, je ne sais pas, avec les supérieurs hiérarchiques? Est-ce que cette réforme ne devrait pas aller dans ce sens-là? Si j'ai effectivement, ça c'est la deuxième chose qu'a annoncé Emmanuel Macron, mais une fois de plus, ça dépend comment ça va terminer dans les faits. Ça ne reste pas lettre morte. La proposition qui a été faite au niveau du syndicat, même dans le projet politique que je porte, c'est un contrôle citoyen de différentes institutions qui permettent l'autocontrôle, donc la police, les juges et différentes autres professions étatiques, pour que justement il y ait de la transparence et un regard extérieur. Et ce regard extérieur permet plusieurs choses. Ça permet qu'il y a des fonctionnaires qui soient policiers ou autres, mais là on va prendre le cas de la police, qui peuvent avoir peur de résister à leur hiérarchie parce que c'est eux qui ont leur avenir en main, ceux qui peuvent leur pourrir leur quotidien, et que les gens peuvent faire baisser les yeux plutôt que de se dire le proratage, je prenne des risques pour pas grand chose, ça ne va pas. Maintenant, s'il y a des gens qui sont extérieurs à ce processus et devant lesquels ils pourront s'expliquer, ça permettra de libérer la parole et de libérer justement la résistance à des ordres illégaux. La deuxième chose aussi également, c'est que ça permettra de sanctionner les faiseurs de troubles, quelle que soit leur protection hiérarchique. Donc là, je donne l'exemple parce que je le vis à plein pot avec quelqu'un qui s'est pris pour un policier, c'est M. Benalla. Il a pu faire tout ce qu'il a pu faire et son procès a tardé 3 ans et demi parce qu'il avait des liens avec l'Élysée, qu'il était protégé en haut lieu et que personne n'a osé parler, y compris la personne qui était chargée de l'accompagner pendant la journée, qui était un major. Qu'est-ce que vous voulez que fasse un major face à quelqu'un qui a l'oreille d'Emmanuel Macron? Je veux dire, il dit, moi je pourrais dire ce que je veux, je suis pas assez près du monarque. C'est cette difficulté aussi, donc il y a des responsabilités individuelles, nous sommes d'accord, mais ça ne doit pas cacher le problème institutionnel pour pas que ça se reproduise derrière. Donc il faut sanctionner les comportements qui posent problème. Pour cela, il faut qu'il y ait une garantie de transparence dans les contrôles et les sanctions des institutions publiques. Et pour cela, il faut qu'on se dirige vers un système beaucoup plus démocratique et beaucoup moins vertical qu'on a aujourd'hui, où tout passe par le pouvoir du chef, alors que moi, la démocratie, c'est un pouvoir divisé justement pour éviter cette concentration de pouvoir. Plus de bleus, plus de policiers sur le terrain, Nadia, ça vise à te rassurer ou pas? Comment dire?
Alors là, on va juste rappeler l'histoire. C'est que là, on veut alimenter le territoire avec un doublement du corps policier. Bon, très bien. Moi, je rappelle juste qu'il y avait une police de proximité et qu'on l'a supprimée. Et c'était justement des policiers qui avaient la confiance des personnes, des territoires, qui avaient la confiance des citoyens, qui justement étaient proches d'eux, et il était beaucoup plus facile de trouver des solutions. Alors c'est bis repetitas, on réutilise les mêmes techniques, sauf que on ne donne pas le même nom. Je trouve ça assez étonnant dans un premier temps. Et effectivement, vous aviez raison en disant que il ne sera peut-être pas là pour voir ce qui se passera dans 10 ans. Donc, justement, tu parles de la police de la proximité, c'est le résultat d'une décision de Nicolas Sarkozy, par exemple, la suppression de cette fameuse police de proximité, qui a donné ses fruits, Alexandre Langlois, sur le terrain. Oui, c'est pour ça que je le rappelle. Oui, ça a donné ses fruits, mais malheureusement, c'était toujours pareil, c'est que les politiques voient des visions à court terme, et que pour que le service de sécurité publique fonctionne, il y a 3 choses qui doivent aller ensemble. C'est de la prévention, donc avec de la police de proximité, quel que soit le nom qu'on lui donne, de la répression, si jamais il y a des débordements et des choses qui sont commises, et enfin de la sanction qui dépend du ministère de la Justice. Et à chaque fois, chacun, en fonction de sa sensibilité politique, a mis que l'un ou que l'autre. Donc ça ne marche pas. Il faut tous les 3 piliers. Et ensuite, sur la police de proximité, en tous les cas une police humaine à contact humain, effectivement, ça avait porté ses fruits en matière de contact avec la population. Je sais que j'avais des collègues qui avaient mis en place contre l'avis de leur hiérarchie, mais ils ont quand même obtenu de pouvoir le faire, d'être en contact avec les commerçants, d'être en contact avec les associations, d'être en contact avec tous les gens qui faisaient le tissu social dans une ville. Et pour le coup, du coup, ça se passait très bien parce que les gens avaient confiance, ils les connaissaient, c'était leurs policiers, ils les appelaient sur leur numéro de téléphone portable, sur une salle de commandement en faisant le 17. Donc ça, dans un contexte de prévention de la délinquance, ça a énormément de choses, parce que quand il disait comme exemple de faire une course-poursuite pour poursuivre un jeune qui n'a pas son casque, il échelonnait chez les parents. Donc il y a de risque pour personne, et je dis aux parents, écoutez, votre gamin il a fait n'importe quoi, c'est votre rôle de parent de l'éduquer, la prochaine fois vous aurez les services sociaux, et je suis obligé de sévir. Et en général, le gamin il ne le voyait pas. Donc c'est chacun son rôle, et du coup là tout était bien réparti. Donc c'est des choses qui sont très importantes dans un contexte en plus de terrorisme, et du renseignement qui peut monter. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très positives de ça, et ça permettrait d'un autre côté, c'est toujours mieux de prévenir que guérir. Donc effectivement, tout ça très bien. Mais ce qui me gêne dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que je rappelle qu'il avait dit que la police serait respectée parce qu'elle sera suréquipée. Je pense que le respect ne s'achète pas par l'argent ni par l'équipement, mais par une manière d'être. Il y a aussi une chose aussi que j'aimerais signifier, c'est une défiance de la population vis-à-vis de la police. Il y a une réelle défiance. Quand on entend par exemple à la fête de l'UMA tout un public qui dit tout le monde déteste la police, ce qui a fortement énervé Darmanin, ce qui peut aussi vous interpeller, Alexandre Langlois, en tant que policier. C'est énervant, mais après, je veux dire, voilà, j'y mettrais ça plutôt que c'est idiot. À partir de là, après, on a tous des expériences malheureuses, et c'est recréer ce lien qui va prendre du temps, et c'est trouver les bons angles pour retrouver ce lien de confiance. Et pour ça, c'est se parler, pouvoir faire des choses. Ce que disais, j'étais une fois j'étais invité par une association dans le 93, ils m'ont dit, quand nous on était plus jeunes, on partait en vacances avec des CRS qui nous emmenaient à la montagne, ce qui faisait que quand on passait devant le commissariat, on allait dire bonjour. Et ça a créé des liens de confiance, et ces liens de confiance sont nécessaires. Et ça permet d'éviter beaucoup de choses. On en est très loin. Beaucoup de choses. Et on va prendre du temps parce qu'il y a différentes politiques depuis maintenant, quasiment 20 ans, qui cassent ce lien de confiance, qu'opposent finalement des Français entre eux, des citoyens entre eux, qui ont pourtant des mêmes problématiques de comment manger à la fin du mois, comment partir en vacances. Voilà. Donc, exactement. Il est temps de recréer ces liens de convivialité qui ont été cassés parce que les politiques l'ont voulu et que les gens, plutôt que de se dire on va résister, ont préféré regarder leurs chaussures. Autre point abordé hier lors de ce discours par le président de la République Emmanuel Macron, des forces de l'ordre qui sont mieux formées, 82 des formations supplémentaires prévues pour les gardiens de la paix ainsi qu'un nouveau centre de formation pour le maintien de l'ordre, plus de policiers sur le terrain et moins de paperasse dans les commissariats. Le président de la République veut des procédures simplifiées avec un plan de numérisation pour porter plainte en ligne d'ici 2023. Écoutez. La lourdeur des procédures est l'ennemi commun de nos forces de sécurité et de nos magistrats. Alors ça, c'est une nouvelle qui est faisable, Alexandre Langlois, par exemple, les plaintes en ligne, moins de paperasse pour les policiers dans les commissariats, plus de présence sur le terrain finalement. C'est ce que nous dit le président de la République.
C'est-à-dire qu'il essaye d'inventer l'eau chaude et en plus une mauvaise eau chaude, quoi. Vous faites de l'eau tiède. Effectivement, des fois il y a de la paperasse qui est un peu compliquée, il y a plein de choses à mettre. Je sais que par exemple dans les pays anglo-saxons, que je trouve intéressant au niveau paperasse, au niveau efficacité, garantie des droits pour tout le monde, ils enregistrent tous les entretiens et tous les auditions qu'ils peuvent faire. Ils font un résumé en disant à telle minute la personne a dit ça, telle minute a dit ça, et ils transmettent au magistrat qui a en sa possession tout l'enregistrement et toutes les vidéos des auditions, et qui a le résumé fait par la police. Et si jamais la partie adverse en défense, l'avocat veut dire attendez, à tel moment il a dit ça, et lui aussi a accès à ça. Donc ça fait gagner du temps pour se concentrer sur l'essentiel pour faire une procédure, et pourtant il y a accès s'il y a besoin de vérifier autre chose. Donc ça, ce serait intéressant. Le flux numérique... Tout n'est pas à rejeter en fait, hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout n'est pas à rejeter dans ce qu'a proposé Macron hier. Après, la deuxième chose, c'est là où c'est dangereux, et on l'a déjà vécu, c'est de dire de tout numériser. On n'a pas tous un accès identique au numérique, on n'a pas tous la facilité d'accès à un ordinateur, la facilité de comprendre, et il est toujours très important d'avoir un conseil humain. On a pu voir avec la pré-plainte en ligne qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués de leur plainte en ayant pensé avoir porté plainte, en n'ayant pas donné les bons motifs, en n'ayant pas eu le conseil d'un professionnel, ce qui est normalement le rôle d'un policier ou d'un gendarme. Et tout ça, on veut déshumaniser les choses. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si vous êtes face à un ordinateur qui vous dit vous avez le choix entre la case jaune et la case bleue pour remplir votre formulaire, et que vous êtes dans la case verte, il n'y a pas de case verte, c'est terminé, c'est shooté. Donc on déshumanise tout ça, il y a des victimes qui ne sont pas prises en compte. Et le pire dans l'histoire, c'est que les victimes, des fois, ont juste besoin d'être écoutées et d'être accompagnées. Donc je trouve ça plutôt très dangereux pour à la fois les victimes, les procédures, etc. Donc il y a des choses qu'on peut mettre en place, de couper ce lien humain et continuer de désimmuniser, de creuser un fossé entre la police et la population me semble surtout très dangereux. Oui, mais j'ai aussi entendu dire que le parc informatique était désuet et qu'il y avait justement de grandes difficultés à prendre les plaintes, à utiliser les commissariats qui sont très très mal équipés, effectivement. Mais là où c'est intéressant aussi, et elle a raison Nadia, c'est sur la formation des policiers. Vous rajoutez 4 mois supplémentaires, hein, si j'ai bien compris. Oui, il peut rajouter ce qu'il veut. Depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, il y a eu 6 mois, 9 mois, 1 an, 6 mois. Enfin, il a changé quasiment tous les ans la durée de la formation. La vraie question, c'est quel est le contenu. C'est-à-dire si c'est pour se tourner les pouces, ça ne sert à rien. Je donne l'exemple, il y a 2 ans, des policiers qu'on a sortis en avance de leur école en disant là, faut venir en renfort sur le terrain, mais rien n'était prévu pour eux. Et résultat des courses, pendant 1 mois, ils ont fait des visites de Paris, ils sont promenés, alors qu'ils auraient pu avoir un mois de formation supplémentaire. Donc c'est qu'est-ce qu'on met dans ces formations, comment on forme les gens, et c'est là toute la question. Et là, on n'a pas la réponse. Si les 1 an sont utilisés pleinement, et ça c'est très intéressant et c'est parfait, l'idée qu'on avait vue de M. Emmanuel Macron qui disait on va allonger les formations, on va rallonger les durées de stage, on avait juste l'impression que c'était pour rajouter, d'avoir des policiers sous la main, mais moins bien payés du coup, parce qu'ils étaient en période de stage, et surtout beaucoup plus malléables, parce que si on est stagiaire dans la fonction publique, c'est valable pour tout, et dans la police on a plus de risque de commettre quelque chose qui soit sanctionné gravement par l'administration, et donc de les virer du jour au lendemain avec une pression énorme en leur disant si jamais vous êtes pas sage, vous n'appliquez pas tous les ordres qu'on vous a dit, on pourra vous virer. Donc j'attends de voir le contenu plutôt que de dire le contenant. Voilà. Alors, le Beauvau de la sécurité, qui était aussi destiné à améliorer la relation entre policiers et le peuple, il exige l'exemplarité justement des policiers, prône la transparence par rapport aussi à l'IGPN, aussi s'est exprimé. Écoutez le président de la République, donc justement sur ce sujet, bien entendu, sur l'équipement aussi de la caméra piéton. C'est un outil qui dissuade et c'est un outil qui protège tout le monde. Voilà, parlons de la caméra évidemment. Donc l'ensemble de ces mesures, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le ministère Alexandre Langlois. Là aussi, comme à Marseille, il a sorti la planche à billets Emmanuel Macron là. Il a sorti les promesses de la planche à billets. Hein. C'est toujours une grosse différence parce qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a toujours un fossé. La deuxième chose, c'est que les caméras, on les attend depuis maintenant le gouvernement Hollande avec Manuel Valls. Pour des raisons d'économie, elles n'arrivent jamais. Effectivement, ce serait intéressant d'avoir des caméras parce que ça fige les situations, ça permet de montrer ce qui se passe réellement et pas avoir des scènes coupées. Donc c'est à la fois protecteur, ça peut être des pièces à collection, mais évidemment ça on les attend toujours et même Emmanuel Macron avait refait des promesses, il les a pas données, il a donné des caméras inadaptées pour différentes missions. Donc on est toujours il avait plutôt une calculette dans la tête plutôt que quelque chose d'efficace. Et enfin, il y a une dernière chose aussi qu'on avait demandé au niveau du syndicat, mais qui semble pouvoir s'élargir, c'est qu'aussi des fois qu'on est en patrouille, on peut faire des blagues, on peut faire des choses, on a le droit d'avoir une vie privée au travail. Et ce qu'on avait proposé, c'est que tout soit mis sur des boîtes noires. C'est-à-dire qu'il y a un problème ou un souci, on peut sortir les images ou les conversations de la boîte noire, mais que le reste ne peut pas servir à appliquer, entre guillemets, en interne la hiérarchie qui veut vérifier tout, comme il est interdit de filmer ses employés dans une entreprise privée. Donc on avait trouvé un compromis à la fois efficace pour la
protection de la population, la protection des policiers et avoir des garanties derrière. Parce que également aussi, des gens pourraient se retrouver filmés par des patrouilles de police alors qu'elles n'ont pas été filmées. Et quel droit elles pourraient avoir de retour? Elle n'en a aucun. Donc, merci. Faire ça. La réponse a été, c'est trop cher. Merci Alexandre Langlois. Je rappelle, vous êtes secrétaire général donc de Vigipolice, toujours policier, et donc candidat à l'élection présidentielle. On aura l'occasion de vous réinviter pour parler de manière plus longuement de cette candidature et de ce que vous entendez apporter justement pour votre pays qu'est la France. Merci beaucoup Alexandre Langlois, à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. À bientôt, restez avec nous. Dans un instant, on parle de l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est aujourd'hui à partir de ce 15 septembre. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF, votre émission de référence avec deux invités importants aujourd'hui. Maître Fabrice Divisio, que vous pourrez écouter évidemment en podcast, l'émission du LGF, et ce soir en rediff aussi à partir de minuit, midnight. Je tiens à préciser tout à l'heure, mon cher Nabil, que c'est en Amérique centrale, t'avais raison. Toi, non, tu me disais Amérique du Nord, c'est Amérique centrale. Hein. Voilà, les pays en question. Je me suis planté dans le quiz en fait. Moi aussi, pour moi, tout mon cher Ismaël. Auquel tu n'as pas participé, donc tu n'as pas gagné ni perdu, pour le coup. L'Honduras, Guatemala, pour moi j'avais mis ça au sud. Bon, c'est en Amérique centrale. Ok, dont acte. J'espère que vous m'avez préparé un coup de gueule ou un coup de cœur, Nadia et Ismaël. Hein. Coup de gueule, moi je dirais en ce moment... Tout à l'heure, mais t'en as un. Oui, Ismaël, t'en as un aussi ? Bien sûr. J'en ai toujours un. Toujours un, très bien. Alors je vous propose d'écouter Sadia qui est avec nous, elle nous appelle du 93. Bonsoir Sadia. Alors je le reprécise, c'est Fadia, c'est pas grave. Fadia, pardon. Ouais, Fadia. Voilà. Bonsoir Fadia. Exactement. Comment ça va Fadia? Bonsoir Christophe, ça va. Bon écoute, c'est la première fois que je t'appelle, malgré que... voilà, la première, on s'en souvient toujours, la première fois. Voilà. Du coup, en fait, je voulais partager un témoignage qui est arrivé cet après-midi. Et du coup, là, comme j'ai entendu que Maître Divisio, abandonné. Donc, je voulais apporter juste un témoignage par rapport à l'obligation, moi je qualifie l'obligation vaccinale. Oui, pour les soignants, notamment. Voilà, donc pour les enfants notamment. Donc on nous dit passe sanitaire, d'accord. Sauf que on nous dit aussi que les enfants entre 12 ans et 18 ans sont pas obligés de se faire vacciner. Sauf que moi j'ai des enfants qui pratiquent un sport, notamment le rugby, depuis plus de 10 ans. Oui. J'en ai un qui a 12 ans, un qui a 14 ans. Pardon de vous couper, mais demain on recevra le président de la fédération de rugby algérienne. Voilà, je le glisse au passage. Voilà. On joue au rugby en Algérie aussi. Hein. Ok, en tout cas ici c'est la FFR. Du coup, alors la FFR oblige les enfants à partir de 12 ans de pouvoir d'avoir le pass sanitaire pour continuer la pratique du sport. Or le rugby c'est un sport qui se passe en extérieur, jamais en salle. Donc là ils ont la possibilité de participer encore, de jouer jusqu'au 30 septembre. Même à partir du 30 septembre, ils seront obligés de présenter le pass sanitaire pour pouvoir pratiquer leur sport, leur passion. Donc, vous avez compris à travers mon discours que pour l'instant, je ne suis pas trop pour la vaccination. Donc, les enfants ne me laissent pas le choix parce que ça devient un sujet de tension dans les familles puisque eux veulent continuer, donc eux demandent à être vaccinés. Je suis pas forcément prête, mais bon, du coup, je peux pas les priver de leur passion. Donc, malheureusement, je vais devoir les faire vacciner. Or, moi, je refuse de me faire vacciner. Déjà, je culpabilise énormément par rapport à ça. J'ai l'impression de sacrifier mes enfants avant moi. Et j'ai été covidée l'année dernière et j'ai entendu dire que les gens covidés n'ont besoin que d'une dose. J'ai entendu des slogans à la radio qui disaient que dans les centres de vaccination, on pouvait faire une sérologie. Donc, aujourd'hui, j'ai été voir ma généraliste qui m'a fait une ordonnance pour une sérologie en laboratoire. Et puis, je me suis dit, en tant que bonne citoyenne des centres de vaccination, allons faire cette sérologie dans un centre Covid. Donc, je me présente avec les enfants cet après-midi pour demander la sérologie. On me reçoit gentiment et on me répond, écoutez, pour pouvoir bénéficier de tests de sérologie, pour savoir si c'est une dose ou 2 doses, vous êtes obligé de vous faire vacciner juste après. Donc, j'explique mes réticences. Alors, la personne qui m'a reçue me dit, attendez, je vais aller voir le médecin. Et elle revient, elle me dit, désolée madame,
pour pouvoir bénéficier de la sérologie en centre de vaccination, vous êtes obligé de vous faire vacciner juste après, quel que soit le résultat de la sérologie. Ouais. Bon, je dis, écoutez, merci, mais par contre, ça c'est dit nulle part, on nous le précise nulle part. J'appelle le laboratoire pour pouvoir faire ma sérologie, emmener les enfants, et on me pose la question suivante pourquoi je souhaite faire cette sérologie. Et là, on me dit, écoutez, dans votre situation, si c'est juste pour savoir si vous avez encore des anticorps, la sérologie est payante. Donc, elle est devenue payante. Donc, si vous voulez faire un examen pour savoir... Elle a toujours été payante, la sérologie. Ouais. Non, auparavant, elle n'était pas payante. Alors, aujourd'hui, ils la rendent payante au niveau des laboratoires, pour savoir si vous avez besoin d'une dose ou de 2 doses. Ils la rendent payante. Ils vous obligent... Vous êtes contraint d'aller dans les centres de vaccination Covid. Et à ce moment-là, là également, on ne vous laisse pas le choix et on vous oblige à vous faire vacciner. Donc, voilà, j'ai été assez choquée cet après-midi. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont présentes sur votre plateau étaient au courant de ce genre de pratique. Mais malheureusement, on en est arrivé là et c'est assez scandaleux. Alors qu'auparavant, le médecin vous faisait votre ordonnance et vous alliez... directement au laboratoire. J'ai des gens autour de moi il y a quelques mois, ils l'ont fait directement au laboratoire. Elle était prise en charge par la sécurité sociale. Merci en tout cas pour votre témoignage, Merci beaucoup de nous avoir appelés à la radio et bon courage pour la suite. Bonne continuation. Merci à vous. À bientôt. N'hésitez pas évidemment à reprendre contact avec nous, pour intervenir dans cette émission parce que c'est aussi la vôtre. Ma chère Nadia, mon cher Ismaël, on va recevoir dans un instant un cégétiste qui est avec nous. Il s'appelle Ahmed, qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir au téléphone. Il est avec nous en plateau aujourd'hui pour nous parler de victoire. On peut parler de victoire contre la RATP notamment. Mais pour l'heure, on est avec Sabrina de l'association Aux Enfants. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors est-ce que vous pouvez, Sabrina, s'il vous plaît, nous présenter votre association qui s'appelle Aux Enfants? Alors, l'association Aux Enfants est une association humanitaire qui vient en aide aux orphelins et enfants démunis d'Afrique subsaharienne et plus particulièrement dans les pays de la Guinée et du Togo, qui se trouvent à l'ouest de l'Afrique. Très bien. Alors, vous avez mené différentes opérations et je crois savoir que voilà, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous souhaitez insister. Oui. Eh bien, dites-nous, ma chère Sabrina. Donc, actuellement, nous sommes sur notre campagne de parrainage. Oui. Donc, on souhaiterait parrainer 71 enfants. Au jour d'aujourd'hui, on en a 33, donc il nous en reste donc la différence 34, je crois. Et donc voilà, on souhaiterait que tous nos enfants soient parrainés d'ici la fin du mois de septembre. Donc les parrainages chez nous correspondent. Enfin, chaque parrain offre la possibilité à chaque enfant d'aller à l'école, de pouvoir lui payer ses frais de santé annuels et aussi pouvoir le nourrir au quotidien. D'accord. Alors, en quoi oui. Précisez-nous exactement, justement, parce qu'on entend beaucoup de parrainage. Concrètement, si je veux parrainer un enfant, combien ça coûte et qu'est-ce qu'il va avoir en retour? Alors, un parrainage chez nous, ça coûte 35 € par mois, soit 420 € par an. Et donc, dans les 35 €, ça paye donc les frais de scolarité, donc l'entrée à l'école, les frais de santé annuels, et tout ce qui est denrées alimentaires. Donc, il y a eu tout un calcul qui a été fait avec tous les frais d'achat de riz, etc. Enfin, tout ce qui est alimentaire, et aussi les frais de santé. D'accord. Donc, on a calculé ça donc c'est pour 2 orphelinats. Un orphelinat en Guinée et un orphelinat au Togo. Ce sont des enfants qui vivent dans des foyers ou orphelinats, qui sont soit des orphelins de père ou de mère ou les deux, soit des enfants qui ont été maltraités, soit des enfants de rue, soit des enfants issus de familles pauvres qui peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc ils sont logés dans ces orphelinats. Et donc du coup il y a un calcul. Le responsable il a un budget et on est parti par rapport à ce budget, par rapport aux frais que habituellement on les aide au cours de l'année. Très bien. Donc on a fait un calcul et donc c'est 420 € l'année, ça paraît pas beaucoup, mais en fait ça peut sauver des vies et puis ça permet à l'enfant
de grandir et de pouvoir faire des études. Et de pouvoir s'épanouir, surtout. Voilà, et s'épanouir, exactement. Alors, l'association, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Et comment on fait pour vous contacter si toutefois on souhaite devenir une âme charitable? On a un site qui est donc www.ausenfantsfants.fr. D'accord. Et on est sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Snap, LinkedIn. Et voilà, je crois que j'ai... Oui, voilà. Est-ce que je peux rajouter... Sinon, on peut... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Nadia, vas-y. Parce que je pense que c'est important. Est-ce que de votre côté, on peut déduire fiscalement les donations? C'est important à le dire parce que ça peut amener plus de donations. Faut savoir parler, hein. C'est assez bien, ça. On est éligible, effectivement. On a ouvert un dossier avec l'inspection qui s'occupe en fait des associations fiscales, etc. Et on a eu donc l'accord de pouvoir fournir des attestations fiscales. Donc, on est éligible à la réduction d'impôts. Voilà. Et donc, pour vous donner l'exemple, 35 €, quelqu'un qui verse 35 €, en fin de compte, il paye que un peu plus de 11 € par mois. Ouais, bon, ça va. Voilà. C'est vraiment faisable et ça peut vraiment aider les enfants, évidemment. Donc, l'association, c'est ausenfants.fr, EAUENFANTS.fr. Vous allez faire un petit tour, les amis, et si on peut sauver des petits enfants, des gamins en Afrique, voilà, et bien c'est le moment de jouer avec cette association qui fait un travail formidable et je tenais à le saluer. Merci beaucoup, Sabrina. C'est gentil, merci à vous tous. Merci, à très bientôt. Bon, on va parler maintenant de procès, de bataille. Ça a duré des mois et des mois cette histoire, hein, puisqu'on a eu à plusieurs reprises à en parler avec lui. Il est en plateau avec nous. Ahmed Berral, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va, Ahmed? Bah écoute, comme un homme qui est encore vivant, donc les RATP essaient de trancher la tête, mais elles n'y arrivent pas encore. Hein. Alors rappelle-nous un petit peu les faits, c'est important. Ouais, les faits, en fin de compte, il y a les faits, c'est qu'il y a 1 an de ça, 8 mois, j'accuse, pour moi, il y a une femme qui accuse d'agression sexuelle un chef. Ouais. À la RATP, ouais. Elle m'envoie ça à ma courante sur ma boîte mail. Moi, en tant que référent, ce que je fais, je ramène, j'envoie cette boîte de ma boîte mail, je transfère à ma direction, et de là. Ils envoient un cabinet qui s'appelle Simon & Simon. Ils commencent à faire une enquête qui coûte à peu près 70 000 €. Ouais. Et là, je pensais que l'enquête, c'était pour dénoncer les faits d'agression sexuelle. Mais non, en fin de compte, on fait une enquête sur moi. À la fin de cette sortie d'enquête, on me dit que vous l'avez harcelé moralement. Que veut dire le mot harcelé moralement? C'est que je n'aurais pas serré la main en 2019 à 4h57 du matin, parce que c'est précis quand même. Hein. Et une fois, pendant la grève, il devait être 11h du matin. Et j'aurais dit à des gens, faut pas lui serrer la main, il fait que des rapports. Et en tant que secrétaire de la SCCT, on a émis des DGI, c'est danger grave imminent pour dénoncer les bus non conformes, le Covid. Et on m'a dit que vu que c'était lui le cadre d'astreinte, vous l'avez ciblé. Il faut savoir que le cadre d'astreinte, il est payé 300 € pendant 7 jours tous les jours pour être d'astreinte. Il y a un numéro unique et on l'appelle. Et de là... De là, qu'est-ce qui s'est passé? De là, ce qui se passe, je passe au conseil de discipline, on demande mon licenciement parce que pour eux, c'est des fautes tellement graves de ne pas avoir serré la main. C'est tellement grave que le mec, lui, qui a touché les seins, qui a accusé d'avoir touché les seins, lui, il est pas inquiété. Là, je vais pour être licencié, ils sont obligés de passer par l'inspection du travail. Ouais. L'inspection du travail, j'ai le document qui est là, fait un rapport sur les RATP tellement salé que même les RATP, est tombé debout. C'est qu'elle dit qu'en fin de compte, c'est eux qui s'acharnent contre moi et c'est pas le contraire. Que moi, j'ai juste fait pour lequel j'ai été élu en tant que référent harcèlement, dénoncer les agressions sexuelles ou bien de mettre des DG, des dangers graves imminents sur tout ce qui n'est pas conforme dans les bus. Et en plus, savoir que l'inspection du travail les avait mis en demeure grâce à nos DG, c'est-à-dire que rien ne tenait la route. On sait bien que c'était une cabale contre moi. Et en plus, hier, j'ai une super bonne nouvelle aussi parce que je passe au prud'homme. Il y a 1 an de ça, on a essayé de me licencier parce que j'avais contrôlé un dépôt de bus de Béliard où on avait constaté qu'il y avait 70% des bus qui n'étaient pas conformes. Là, on me sanctionne disciplinairement. Mais la décision des prud'hommes est tombée hier et ils ont débouté la RATP de me rembourser 1 500 € et des dommages et intérêts. Et ça fait le 3e prud'homme que je gagne contre eux. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Ahmed? Ça veut dire que tu es toujours à la RATP? Tu continues de bosser? Comment ça se passe? Ouais, je suis toujours à la RATP. Je suis toujours là pour dénoncer les faits d'agression sexuelle et dénoncer les... Il y en a encore à ce jour? À ce jour, en tout cas, j'ai pas eu d'alerte. Mais aujourd'hui, le fait que ils ont pas réussi à me licencier, mais ça donne encore plus la parole aux femmes. Il faut savoir qu'à peu près
33 femmes qui ont fait une vidéo pour me soutenir, là, qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Une qui s'était fait séquestrer par des GPSR. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux et grâce à toutes ces femmes, cette mobilisation qu'il y a eu autour de moi, ces femmes qui n'ont jamais pris la parole publiquement, qui a fait que les femmes, on les appelle les femmes guerrières. Souvent, on met en avant les hommes, que ce soit dans les syndicats, CGT, mais toujours des hommes en avant. Là, on a vu des femmes guerrières qui se sont mis en avant de dire pas touche à notre référent harcèlement, et c'est tout. Ils ont bien compris que mon seul boulot, c'était de défendre les gens et de pas fermer les yeux. Si on agressait une femme dans la rue, on fait pas comme si de rien n'était. Mais au travail, c'est pareil. C'est ta grande gueule qu'on a voulu sanctionner? Ouais, après, est-ce que j'ai une grande gueule? Ouais, j'ai une grande gueule j'ai une grande gueule de syndicaliste. Ouais, de syndicaliste. Mais la CGT. Non, après, je veux dire, je trouve que c'est pas la grande gueule, c'est oser dénoncer tout ça publiquement et ne pas avoir peur d'une direction. Je veux dire que moi, quand on me donne un mandat, je le fais avec le cœur. Soit je suis un élu ou je le fais pas. Je veux dire, j'ai pas à perdre mon temps. Et bien sûr que je le fais et je le fais avec le cœur. Avec la RATP, les patrons, ils sont pas là pour dire baisser la tête. On sait d'où on vient. Mais avec tout cet acharnement, Ahmed, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit j'aurais dû fermer ma gueule? Non, parce que d'où je viens, on ferme pas notre gueule. Je suis un ancien qui habite au 3000. J'ai vécu dans les cités la répression policière. Je veux dire, c'est pas un mec avec un stylo ou un patron parce qu'il touche 20 ou 30 000 balles qui va me dire moi ferme ta gueule. Moi, je l'ai pas insulté. Le seul chose que je fais, c'est respecter le code du travail et dénoncer pourquoi je suis élu. Je suis pas parti me bagarrer avec une femme ou encore moins insulter mon patron. Maintenant, s'il aime pas ma façon de militer, ça, écoutez, il y a des syndicats qui s'appellent la CFDT, on aurait dû signer chez eux. Moi, je suis un vrai syndicaliste. Ouais. Est-ce que tu es solidaire avec ce qui se passe chez les amis de Transdef là, en ce moment? Oui, hier j'étais avec eux pour les soutenir à Saint-Ouen. Bien sûr que l'ouverture à la concurrence et Pécresse qui dit que l'ouverture à la concurrence c'est un bien-être. Non, c'est tout ce que le bien-être, c'est pas de travailler 9 heures de plus ou de travailler 6 jours sur 7 et de leur retirer des repos. Je veux dire, le boulot de machiniste ou conducteur de bus, c'est super dur. J'ai vu qu'aussi qu'ils l'ont invité à la fête de l'humanité. Ça aussi, c'est un droit pour moi. J'ai été à la fête de l'humain. Bon, c'est un scandale. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, Pécresse, de plus? À nous de lui apprendre quelque chose. Que cette dame-là veut détruire le service public. Le scandale, c'est qu'elle vienne ou qu'on l'ait invitée? Qu'on l'ait invité, qu'elle vienne, elle a droit, on est encore en démocratie, si elle veut prendre une place à 30 balles et rentrer par la grande porte, non, là on l'a invité. Elle n'a pas payé, je te rassure. Ouais, j'en suis sûr, mais on lui a fait un tapis rouge. Et en plus, on peut revenir, tout à l'heure, je t'ai écouté quand tu disais, est-ce qu'il faut condamner, quand tu disais sur les violences policières ou tout le monde n'aime pas la police. C'est pas la question, est-ce que tout le monde n'aime pas la police? J'aurais bien aimé entendre que la personne comme Fabien Roussel qui ose prendre la parole, dire, mais oui, on n'est pas content que les policiers tirent sur un petit jeune dans une voiture parce que il a brûlé un feu rouge avec sa femme, il lui a mis 8 balles. J'aurais bien aimé qu'ils disent instinct. Voilà, instinct, j'aurais bien aimé dire quand les gilets jaunes se sont fait tirer dessus partout, quitte à leur enlever des œufs, là ça se fallait condamner. Personne ne condamne, alors qu'on dit personne n'aime la police. Moi j'ai jamais aimé quelqu'un qui va me mettre un coup de matraque qui me tire dessus. Je vais reprendre aussi l'aide-soignante, l'infirmière, on les a applaudis et après elle s'est fait traîner par des CRS par les cheveux devant un arbre. Ça, moi si quelqu'un me tire dessus, je t'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, on n'aime pas la police, c'est pas de notre faute, ils nous matraquent. Donc Ahmed, toujours machiniste à la RATP. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on vous a obligé à avoir le fameux pass sanitaire en tant que chauffeur à la RATP ou pas du tout? Non, pour la RATP, il y a un passe droit, ils veulent pas qu'il y ait une grève générale, il y a plus de bus qui roulent, il n'y a plus de métro. Ça c'est le pass sanitaire, c'est pour... Bon, les conducteurs de métro, à la limite, on peut comprendre, mais vous les machinistes, vous êtes directement en contact de la clientèle. Ouais, mais ils veulent pas ils veulent pas mettre... Il y a déjà assez le feu avec l'ouverture à la concurrence pour 2023 avec Pécresse, alors il manquait plus que de rajouter des allumettes. Ça veut dire quoi l'ouverture à la concurrence pour la RATP par exemple? Ça veut dire qu'en 2023, la RATP ne sera plus à la RATP, il y aura une ouverture à la concurrence, des sociétés pourraient racheter des parts de la RATP, et nous on... Gérer des lignes par exemple? Gérer quasiment pas des lignes, mais des centres-bus complets, des lots de centres-bus avec des centres-bus à 700, 800, 900 machinistes et dégrader nos conditions de travail. De passer de 7 heures de boulot à 9 heures. Là, ils veulent nous retirer 8 repos et 5 CA. CA, c'est les vacances. Et bien sûr que tout le monde est contre. Et on va aller au charbon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent me faire fermer ma gueule. L'histoire de dire je dénonce des associations, c'est pour plus avoir des syndicalistes durs en face des patrons pour pas mener une grève qui va être dure et qui sera belle à combattre. Il va y avoir des plans de départ chez la RATP? Non, il n'y aura pas de plan de départ parce qu'ils refusent tout ce qui est rupture conventionnelle. Soit qui n'est pas content, il dit je démissionne. Ils ne font pas de plan de départ. Aucun. D'accord.
Ismaël, quand t'entends, toi il est loin, hein, notre Ismaël Boujakada, il est dans le Doubs, mais il est directement concerné évidemment, enfin il suit évidemment ces dossiers de très près, et on tenait quand même à ce qu'Ahmed vienne nous voir hein, pour se féliciter de deux belles victoires le concernant. C'est vrai que ça a été du temps, beaucoup de temps, ça a été beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pression aussi qu'Ahmed il a subi, Ismaël, et en définitive il a gagné. Ça peut quand même donner une belle leçon de dire quand on veut, on peut bousculer et bousculer des montagnes finalement. Bien sûr, et quand on parlait il y a pas très longtemps de Transdev, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réalité. C'est vrai qu'en tant que consommateur, en tant qu'usager, bah oui, les syndicalistes, les mouvements de grève, ça nous emmerde. Sauf que aujourd'hui, les syndicalistes en action, parce qu'il y a syndicalistes et syndicalistes, on a parlé de la CFDT, on pourra en citer d'autres, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ce sont quand même les seuls aujourd'hui qui sont vraiment dans une démarche active, c'est-à-dire que celles et ceux qui font la révolution sur les réseaux sociaux, qui pensent que ça va changer les choses, si aujourd'hui le politique se permet de remettre autant en question nos acquis sociaux durement acquis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que justement, on sait que les mouvements s'essoufflent rapidement et qu'aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux et pas dans le vrai. Donc je pense qu'il faut soutenir, syndiquer ou non, toutes celles et ceux qui aujourd'hui observent ces luttes, parce que c'est éminemment important et ça nous concerne tous. Ouais, Ahmed, c'est important évidemment de continuer le combat, la lutte évidemment. Bien sûr en plus on l'a bien démontré en 2019 quand Macron a essayé de faire passer sa retraite à point. Ouais. Bien sûr qu'on est parti nous les RATP. On s'en souvient. Ouais. Voilà 2 mois de grève et voilà ouais. c'était historique. Et c'est ça, c'est le but qu'on soit syndiqué, pas syndiqué. Nous quand on se bat pour une retraite, mais une retraite pour tous. C'est pas je me bats pas pour mes intérêts propres. Si je me battais pour mes intérêts propres, je serais dans un petit bureau peinard, ça me retrouve avec des mois de mise à pied et en justice. Tous les ans avec les RATP, c'est pour ça que nous quand on se bat pour un collectif, et le collectif c'est le peuple qui est là. Je vais pas demander au petit boulanger qui vend sa baguette à lui de faire grève, mais c'est des gros blocs comme nous qui aidons et qui impulsons à faire une grosse grève générale pour dire stop, les salaires sont pas bons, et les salaires sont pas bons pour tout le monde dans les petites boîtes privées comme à les RATP. Nous on se bat pour tout le monde, et syndiqué ou pas syndiqué, nous on sait qu'on a un gouvernement qui veut tout revendre, on a un banquier, et nous on est là pour contrer ce mec-là. Mais c'est vrai que sur le terrain, si on était tous ensemble, on peut gagner et démolir ce gouvernement qui nous méprise réellement. Démolir, carrément. Ouais, parce que si on avait un gouvernement qui avait un peu de respect, ils s'amuseraient pas à nous tirer dessus, ils mettraient pas leur police voltige, il y a le premier qui bouge, je te mets un coup de matraque dans le crâne. On se rappelle de ces voltigeurs à l'époque qui butaient ces gens, et on les a remis avec un nouveau nom, avec des beaux casques pour te matraquer. Quand on a fait la grève, on s'est fait matraquer. On faisait quoi de mal que de défendre notre retraite? Et quand tu défends ta retraite, tu te fais matraquer. Les gilets jaunes, c'est pareil. Ils ont défendu leur petite gagne-pain qui voulait un peu plus d'argent. Ils ont compris que, oui, au départ, ils applaudissaient la police. À la finale, ils se sont fait tirer dessus parce que on veut pas de mouvement massif de grève, et c'est pour ça qu'à un moment, on appelle ça, il y a de la répression. En banlieue, on l'a connu depuis qu'on est jeune, la répression, on dit que dans les banlieues, c'est des racailles, ils sont là pour brûler. Non, c'est des actions parce qu'ils en ont marre, ils ont pas de boulot, ils ont rien. À la finale, tu casses. On les appelle les casseurs. Les gilets jaunes connaissaient pas ça, mais quand ils sont partis en manif, ils ont compris. Est-ce que les gilets jaunes c'était des casseurs? Est-ce que les mecs des banlieues c'est des casseurs? Non, ils demandent juste à bien vivre, ne pas être riche, mais à bien vivre, avoir un logement décent pour pouvoir vivre, avoir une famille, et voilà. Et justement, vendredi, on consacrera une émission à que reste-t-il des Gilets jaunes 3 ans après, avec certains acteurs et des Gilets jaunes qui seront avec nous ce vendredi. Et d'ailleurs, à ce titre, vous aurez Philippe Bouriaki, qui est élu conseiller régional, qui remettra son chèque, une partie de ses indemnités comme il l'avait promis, justement à toutes ces victimes, des victimes gilets jaunes bien sûr, de cette répression qui a été assez forte. Jamel est avec nous rapidement. Jamel, bonsoir. Oui, rapidement, bonsoir. Déjà Ahmed, merci à toi. Moi je voulais me taire. Très bien, moi aussi j'ai une grande gueule, j'aime bien vous appeler. Mais je sais qu'à la RATP, pour connaître des personnes qui y sont, notamment conducteurs de rame, c'est incroyable les pressions quand on bosse chez eux, les pressions. Moi, c'est ce qui m'a dérouté, qui m'a dégoûté. J'ai jamais voulu postuler là-bas parce que je connaissais un peu l'intérieur. Et moi, je tenais à le féliciter parce que c'est de sauver victoire, et c'est David contre Goliath. Et moi, ça me fait plaisir. J'en ai des frissons. Parce que je sais ce que mes amis vivent à la RATP. Les conducteurs de rame, par exemple, j'ai un pote, je vais rien dire, sur la ligne, sur une certaine ligne, qui passe par loin de la Villette, qui m'explique comment ça se passe. Mais les mecs sont fliqués
Alors donc apparemment à la RATP, Ahmed pourra peut-être me contredire, mais en gros des gars s'amusent à surveiller sur les réseaux sociaux les travailleurs de la RATP, les machinistes, voilà et tout ça. Et à la moindre incartade, on va trouver un truc pour leur mettre dans les dents, les licencier ou les mettre à pied, etc. Et je pense qu'il est temps qu'ils arrêtent ces mesures-là qui sont d'un autre temps. Et même dans ces autres temps, n'avait pas lieu d'être. Merci Jamel. Est-ce qu'on flique à la RATP comme le dit Jamel? Il y a deux sortes de flicage. Il y a la brigade nationale du personnel qui est, on envoie ton chef, t'envoie quelqu'un en civil, on sait pas qui c'est. Il vient, il a le droit de venir 5 jours, il te suit, et il te fout des rapports. T'as roulé trop vite, t'as brûlé un feu rouge et la personne tu la vois même pas. Et un jour tu reçois un rapport, on te dit vous êtes dangereux de la route, mais t'as laissé rouler. T'as dangereux de la route, mais tu peux continuer à rouler. Et on te passe en disciplinaire, on te vire. Après c'est vrai qu'aujourd'hui les RATP surveillent les réseaux sociaux. Je sais qu'ils ont viré un mec parce qu'il a juste partagé un article du Parisien qui parlait mal de la RATP et on lui a dit vous dénigrez la RATP. Il y a une personne qui a fait une vidéo pour dire que Madame Guilloire touche un salaire décent parce qu'elle s'est augmentée d'un coup 50 000 balles. Ils lui ont dit vous avez manqué de respect à votre PDG, on vous vire. Bien sûr que les réseaux sociaux sont surveillés. Moi si tu regardes mon Facebook, Béralamed, je veux dire ouais il est surveillé, mais bon après moi ils évitent trop de m'attaquer sur Facebook parce qu'ils disent qu'il saura se défendre. Mais bien sûr que la RATP flic, il faut savoir qu'il y a la brigade du surveillance du personnel et c'est elle qui fait le plus gros dégât. On te fout des rapports et tu sais même pas qui c'est. Et après sans eux, il y a les chefs qui a une pression morale et psychologique où même quand t'es malade, t'as un coup de fil de ton chef te dire pourquoi t'es malade, faut reprendre le boulot. Mais ça, on le sait tous. C'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui qui craquent, ils sont en arrêt de maladie. Bon, alors en tout cas, Ahmed, merci d'être venu ici nous partager avec nous ces deux belles victoires. Tu continues à être machiniste, tu continues à travailler à la RATP et t'es pas prêt de fermer ta gueule, si on a bien compris. Ouais, en tout cas, je vous remercie à vous tous. Et bien sûr, on n'est pas là pour fermer sa gueule, on est là pour revendiquer, dire à la RATP, on va jamais baisser la tête et on sera face à face entre Goliath et moi, je suis le petit Ahmed ou le petit David, mais je vais pas vous lâcher, vous faites pas peur, voilà. Merci Ahmed, à bientôt. À bientôt. Bon courage, allez pub tout de suite, on est dans un instant, coup de gueule, coup de cœur. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Nadia Cherif, milieu associatif, le yoga, Ismaël Boudjakada pour cet élu conseiller municipal dans le Doubs, mais il travaille aussi à l'échelle européenne, notre ami Ismaël. Pour l'heure, coup de gueule ou coup de cœur, ma chère Nadia, aujourd'hui? Alors, coup de gueule pour la vaccination et le pass sanitaire. Eh bien, on y va, les top chrono. Enfants. Pour Top les chrono. enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut demander à un enfant au collège ou au lycée de se décider sur la vaccination et ensuite, pour les parents qui sont divorcés, laisser le choix à un des deux parents. Mais c'est la guerre des roses. C'est-à-dire que si les parents ne s'entendent pas, déjà si on a divorcé, c'est qu'on ne s'entend pas, et si en plus l'un des deux parents utilise son droit de garde pour vacciner l'enfant au détriment du choix de l'autre parent, non, on ne peut pas dire que ce soit équitable et on ne peut pas dire que c'est le choix de l'enfant et c'est justement pour on va dire la paix familiale et la vaccination, une couverture vaccinale optimale pour l'enfant, la famille et la France. Non, ça passe pas. Merci beaucoup Nadia, on a bien compris que ça passait pas. On rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui pour les soignants. On devait en parler mais on a été très en retard et un programme très chargé. Cette vaccination obligatoire pour les soignants à partir d'aujourd'hui, sauf qu'il manque pas mal de monde à l'appel et entre 200 et 300 000 personnes qui n'ont toujours pas reçu la moindre dose. Donc ça va faire du personnel en moins dans un système qui est déjà en manque cruel de personnel en temps normal. Des reports d'opérations sont prévus et déjà annoncés et des EHPAD menacés de fermeture aussi. Ismaël Boudjakada, coup de gueule j'imagine. Exactement. Eh bien on t'écoute, c'est parti. Alors ce coup de gueule pour le coup il s'appelle « Qu'est-ce qu'elles ont nos gueules ?» Vous allez comprendre la référence. Vous avez déjà entendu ces phrases du style « Madame, le masque en dessous du nez ça sert à rien » ou « Monsieur, pour faire vos courses il vous faut un masque pour rentrer dans le magasin ». J'ai l'impression qu'on se fout de nous parce qu'hier, une fois encore, il y avait une soirée hommage à Johnny Hallyday. Ça n'enlève rien à ce que je vais dire à l'artiste qu'il était. Toutefois, à un moment donné, quand on voit des milliers de personnes agglutinées au même endroit et qu'on voit que les personnes à qui on a imposé le masque, elles se comptent sur le doigt d'une main,
Franchement, les masques, fallait les chercher, on ne les trouvait pas. Je veux dire, à un moment donné, on commence clairement à se dire, mais effectivement, quoi nos gueules, qu'est-ce qu'elles ont nos gueules? Parce que le petit citoyen, lui de son côté, comme moi par exemple, quand j'organise une journée festive pour des gamins qui ne peuvent pas partir en vacances à Grand Charmont dans le Doubs, eh bien on m'impose le pass sanitaire, on impose le masque aux parents, mais quand c'est pour rendre hommage à Johnny, eh bien c'est 2 poids 2 mesures. Donc j'ai vu hier heureusement que les citoyens s'indignaient de cet état de fait sur les réseaux sociaux et c'était un coup de gueule que je voulais partager avec tout le monde. Et d'ailleurs, pour faire référence à une chanson de Johnny, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Ismaël, ma chère Nadia, pour cette émission. Ce fut très dense aujourd'hui. Hein. Vous avez vu. Demain, on va parler de sport un peu, parler de rugby. Vous savez qu'en Algérie, on joue au rugby. Il y a même une fédération. On sauvera son président demain sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h avec un grand sportif qui sera avec nous, monsieur Razik Metich, notre spécialiste de sport qui sera avec nous, mais aussi Nasser Lagili demain. Et puis un spécial gilet jaune. Que reste-t-il des gilets jaunes 3 ans après? Vous vous en souvenez, c'était d'ailleurs à cause de la taxe carbone et du prix du gasoil et de l'essence qui avait débuté et fait débuter cette crise des gilets jaunes. D'ailleurs, le prix du carburant qui est encore plus haut qu'au début des gilets jaunes. Hein. Vous savez qu'on n'est pas loin des 2 € le litre en essence là pour le coup. On en parlera avec différents acteurs et Philippe Bouriaki remettra donc comme il l'avait promis et annoncé en tant qu'élu régional d'Île-de-France son fameux chèque à une association des gilets jaunes en direct à la radio vendredi entre 16h et 18h. Passez toutes et tous une bonne soirée. Et je n'en oublie pas évidemment le rendez-vous éminemment sportif aujourd'hui ce soir. Le Paris Saint-Germain pour son premier match en Ligue des Champions. Allez Paris face à Bruges, puisque ça se passe à Bruges en Belgique. Ils vont manger du chocolat ce soir, les Bruges, comment on dit, les Brugeois, les Brugeoises, on sait rien. En tout cas les Belges ce soir, puisque les Parisiens seront au rendez-vous évidemment pour cette première journée de Ligue des Champions. Allez Paris ce soir.